Un système peut-il exister sans propriété définie tant qu'il n'est pas mesuré? Et si la réalité physique ne prenait forme qu'au moment précis où nous tentons de l'observer? Depuis plus d'un siècle, la mécanique quantique décrit le comportement des particules élémentaires avec une précision expérimentale inégalée. Les prédictions numériques issues de ces équations correspondent aux mesures avec une exactitude qui dépasse toute autre théorie physique connue. Pourtant, derrière cette efficacité mathématique se cache un problème conceptuel profond. Les mêmes équations refusent de dire ce qu'est réellement un système quantique avant qu'il ne soit mesuré. Elles ne décrivent que des probabilités, des amplitudes, des distributions d'états possibles, sans jamais désigner un état réel unique. Dans les laboratoires, ce flou n'est pas une abstraction philosophique. Il se manifeste par des résultats concrets. Un photon ne choisit pas un chemin avant d'être détecté. Un électron ne possède pas simultanément une position et une vitesse définies. Plus troublant encore, l'acte même de mesurer ne révèle pas simplement une propriété existante. Il semble participer activement à la création du résultat observé. Ce phénomène, appelé problème de la mesure, n'est pas un détail technique. Il est au cœur de la théorie. À mesure que les expériences gagnent en précision, les paradoxes cessent d'être des curiosités théoriques. Ils deviennent mesurables, reproductibles, quantifiables. Les dispositifs modernes permettent d'isoler des systèmes de plus en plus complexes, tout en observant comment une simple interaction avec un détecteur modifie irréversiblement leur comportement. À ce stade, la question n'est plus de savoir si la mécanique quantique fonctionne. Elle est de comprendre ce que ces résultats disent réellement sur la structure de la réalité physique et sur la place de l'observation dans l'univers. La difficulté apparaît dès que l'on tente de décrire précisément ce qui se passe avant la mesure. Dans le formalisme standard de la mécanique quantique, l'état d'un système est représenté par une fonction mathématique appelée fonction d'onde. Cette fonction ne décrit pas une réalité tangible au sens classique. Elle encode l'ensemble des résultats possibles d'une mesure, ainsi que leurs probabilités respectives. Tant qu'aucune interaction de mesure n'a lieu, cette fonction évolue de manière continue et déterministe selon l'équation de Schrödinger. Rien dans cette évolution ne sélectionne un résultat particulier. Toutes les possibilités coexistent mathématiquement. Prenons un exemple concret et mesurable. Un électron est préparé de façon à pouvoir être détecté à deux positions distinctes, A ou B. Avant toute mesure, la fonction d'onde de l'électron associe une amplitude non nulle aux deux positions. Cela ne signifie pas que l'électron se déplace rapidement entre A et B, ni qu'il est divisé en deux fragments matériels. Cela signifie que, selon la théorie, la position n'est tout simplement pas définie. Lorsque la mesure est effectuée, un seul résultat est observé, l'électron est détecté soit en A, soit en B, jamais les deux simultanément. La fonction d'onde semble alors se modifier brutalement pour ne conserver que le résultat mesuré. Ce changement soudain est appelé effondrement de la fonction d'onde. C'est ici que le paradoxe devient incontournable. L'équation de Schrödinger ne prévoit aucun effondrement. Elle décrit une évolution lisse, continue, réversible. L'effondrement, lui, est discontinu, irréversible et non décrit par les équations fondamentales. Il est introduit comme une règle supplémentaire, nécessaire pour relier la théorie aux observations, mais sans fondement dynamique clair. Autrement dit, la théorie fonctionne parfaitement tant qu'on ne demande pas comment un résultat précis apparaît. Pendant longtemps, cette difficulté a été considérée comme un problème d'interprétation plutôt que comme une faille physique. Les fondateurs de la mécanique quantique, conscients de cette tension, ont adopté une attitude pragmatique. Les calculs donnent des prédictions exactes, les expériences les confirment, et la question de la réalité sous-jacente peut être laissée de côté. Mais cette position devient de plus en plus difficile à maintenir à mesure que les expériences sondent directement la frontière entre superposition et résultat unique. Un tournant majeur a eu lieu lorsque des physiciens ont commencé à tester expérimentalement des systèmes quantiques de plus en plus grands. Initialement, les paradoxes semblaient confinés au monde microscopique, celui des atomes et des particules élémentaires. Mais en contrôlant soigneusement l'environnement, il est possible de maintenir des objets composés de milliers, voire de millions d'atomes dans des états de superposition mesurables. Des oscillateurs mécaniques, des courants électriques supraconducteurs et même de minuscules miroirs ont été placés dans des états où deux configurations macroscopiquement distinctes coexistent mathématiquement. Ces expériences montrent que la superposition n'est pas une particularité abstraite des particules isolées. Elle est une conséquence directe des équations, valable à toutes les échelles, tant que l'interaction avec l'environnement reste suffisamment faible. Cela renforce une question dérangeante.
Si la superposition est universelle, pourquoi le monde quotidien nous apparaît-il toujours dans des états bien définis? Une réponse partielle est apportée par la théorie de la décohérence. Lorsqu'un système quantique interagit avec son environnement, même de manière minime, ces différentes composantes de superposition cessent d'interférer entre elles. Mathématiquement, l'information de phase qui relie les états possibles se disperse dans un grand nombre de degrés de liberté environnementaux. Le système devient alors décrit par une distribution statistique de résultats possibles, plutôt que par une superposition cohérente. Pour un observateur local, le comportement ressemble à un effondrement. Mais la décohérence ne résout pas complètement le paradoxe. Elle explique pourquoi certaines superpositions deviennent inobservables en pratique, mais elles ne sélectionnent toujours pas un résultat unique. Après la décohérence, c'est la théorie décrit toujours plusieurs issues possibles, chacune associée à une probabilité. Rien dans ce processus n'explique pourquoi une seule de ces issues est effectivement observée. Le cœur du problème demeure. C'est à ce point que la notion d'observation prend un rôle central et problématique. Qu'est-ce qui distingue une interaction ordinaire d'une mesure? Un détecteur est fait d'atomes, soumis aux mêmes lois quantiques que le système observé. Si l'on traite l'ensemble système plus appareil de mesure comme un grand système quantique, il devrait lui aussi évoluer selon l'équation de Schrödinger, sans effondrement. Pourtant, dans l'expérience, le détecteur affiche un résultat bien défini. Ce raisonnement conduit à une régression conceptuelle. Si le détecteur est quantique, alors c'est l'observateur qui lit le détecteur qui provoquerait l'effondrement. Mais l'observateur est lui-même un système physique. Où exactement la chaîne d'interaction cesse-t-elle d'être quantique pour devenir classique? La théorie ne fournit aucun critère objectif. Ce problème n'est pas seulement philosophique. Il a des conséquences directes sur la manière dont les expériences sont conçues et interprétées. Par exemple, dans certaines expériences dites de choix retardés, la décision de mesurer une propriété particulière est prise après que le système a évolué. Les résultats observés dépendent néanmoins de ce choix tardif, comme si le système n'avait pas décidé de son comportement tant que le type de mesure n'était pas fixé. Les données expérimentales confirment ces prédictions avec une précision remarquable. Ces expériences suggèrent que les propriétés mesurées ne peuvent pas être considérées comme des attributs préexistants, révélés passivement par l'observation. Elles semblent plutôt émerger du contexte de mesure lui-même. Cette idée heurte profondément l'intuition classique, selon laquelle un objet possède des propriétés indépendamment de toute observation. Pour rendre cette étrangeté plus tangible, les physiciens ont formulé des expériences de pensée, dont certaines ont ensuite été réalisées en laboratoire. L'une des plus connues illustre comment un système peut se comporter comme une onde ou comme une particule selon la manière dont il est mesuré, sans que l'on puisse attribuer l'un ou l'autre comportement avant la mesure. Les résultats montrent que tenter de conserver une description réaliste classique conduit à des contradictions mesurables. À mesure que ces contradictions s'accumulent, certaines hypothèses longtemps considérées comme évidentes doivent être réexaminées. L'idée que les propriétés physiques existent indépendamment de la mesure est appelée réalisme. La mécanique quantique semble imposer une révision de ce principe, ou du moins de sa forme classique. Mais abandonner le réalisme soulève d'autres difficultés conceptuelles. Si les propriétés n'existent pas avant la mesure, que décrit réellement la théorie? Certains physiciens proposent que la fonction d'onde ne représente pas une réalité physique, mais seulement l'information disponible sur le système. Dans cette perspective, l'effondrement n'est pas un processus physique, mais une mise à jour de l'information lorsqu'un résultat est obtenu. Cette interprétation évite certaines contradictions, mais elle laisse ouverte la question de savoir pourquoi des observateurs différents obtiennent des résultats cohérents et partagent une réalité commune. D'autres approches prennent le problème à l'inverse et postulent que la fonction d'onde est une entité réelle et que l'effondrement doit correspondre à un processus physique encore inconnu. Ces modèles introduisent des mécanismes supplémentaires, souvent très faibles, qui provoqueraient la localisation progressive des états quantiques à mesure que la masse ou la complexité du système augmente. Ces hypothèses font des prédictions légèrement différentes de la mécanique quantique standard, ce qui les rend testables expérimentalement. Les expériences actuelles cherchent précisément à détecter ces écarts infimes. Des interféromètres de plus en plus sensibles mesurent la cohérence de systèmes massifs sur des durées prolongées. Jusqu'à présent, aucune déviation claire n'a été observée. La mécanique quantique standard résiste à tous les tests, renforçant à la fois sa validité et le mystère de son interprétation. À ce stade, le paradoxe n'est plus limité à la question de la mesure.
Il touche à la structure même de la causalité. Si les propriétés ne sont pas définies avant la mesure, alors la relation entre cause et effet devient plus subtile que dans la physique classique. Certaines expériences montrent des corrélations qui ne peuvent pas être expliquées par des causes locales préexistantes, même lorsque toutes les variables classiques imaginables sont prises en compte. Ces résultats ne violent pas directement les lois connues, mais ils obligent à repenser ce que signifie expliquer un phénomène physique. La mécanique quantique ne se contente pas de prédire des résultats. Elle impose une nouvelle manière de relier les événements, où l'information, la probabilité et l'interaction jouent un rôle plus fondamental que les trajectoires et les propriétés fixes. Mais une question persiste, et elle devient de plus en plus pressante à mesure que les expériences gagnent en sophistication. Si l'observation semble jouer un rôle si central, est-elle réellement un acte passif, ou fait-elle partie intégrante de la dynamique physique elle-même? Cette interrogation ouvre la voie à des paradoxes encore plus profonds, où l'observateur et le système observé ne peuvent plus être clairement séparés et où les notions classiques de temps et de causalité commencent à montrer leurs limites. Si l'observation ne peut plus être traitée comme un simple acte passif, alors il faut examiner plus attentivement ce qui se produit lorsque deux systèmes quantiques interagissent de façon indissociable. C'est précisément ce que révèle l'intrication, un phénomène qui apparaît naturellement dans les équations, mais dont les conséquences dépassent largement le cadre intuitif de la causalité classique. Lorsqu'un système composé de deux particules est préparé dans un état intriqué, aucune des deux ne possède de propriétés individuelles bien définies. Seul l'ensemble a un état quantique complet. Les mesures effectuées sur l'une influencent immédiatement les résultats possibles de l'autre, même lorsque les particules sont séparées par de grandes distances. Pour comprendre la portée de ce phénomène, il faut partir d'un fait mesurable. Deux particules peuvent être préparées de telle sorte que certaines de leurs propriétés, comme le spin ou la polarisation, soient parfaitement corrélées. Si l'on mesure la première particule et que l'on obtient un résultat précis, la mesure de la seconde produira un résultat complémentaire, avec une probabilité de 100%. Ce qui rend cette situation étrange n'est pas la corrélation elle-même, mais le fait qu'avant toute mesure, aucune des deux particules ne possède individuellement la propriété mesurée. La corrélation ne relie pas deux valeurs préexistantes. Elle relie deux résultats qui émergent au moment de la mesure. Dans une description classique, une telle corrélation s'expliquerait par une cause commune située dans le passé. Les deux particules auraient reçu, lors de leur création, des instructions internes déterminant leur réponse de futur à toute mesure possible. Ces instructions, souvent appelées variables cachées, permettraient de préserver une vision réaliste et locale du monde, où les effets ont des causes bien définies et où aucune influence ne se propage plus vite que la lumière. Cette hypothèse a longtemps semblé raisonnable. Elle correspond à l'intuition héritée de la physique classique et de la relativité. Pourtant, au milieu du XXe siècle, une analyse théorique a montré que toute théorie fondée sur des variables cachées locales devait satisfaire certaines contraintes mathématiques précises. Ces contraintes, appelées inégalités, imposent des limites quantitatives aux corrélations observables entre deux systèmes séparés. Lorsque ces inégalités ont été testées expérimentalement, les résultats ont été sans ambiguïté. Les corrélations mesurées violent systématiquement les limites imposées par les modèles classiques locaux. Les expériences ont été répétées avec des photons, des électrons, des atomes et même des circuits supraconducteurs. Elles ont été affinées pour éliminer les failles expérimentales possibles, en séparant spatialement et temporellement les choix de mesure, en améliorant l'efficacité des détecteurs et en assurant l'indépendance statistique des réglages expérimentaux. À chaque fois, les données confirment les prédictions quantiques. Ces résultats imposent un choix conceptuel difficile. Soit certaines propriétés physiques ne sont pas définies avant la mesure, soit les influences ne respectent pas la localité classique, soit la notion de causalité doit être révisée. La mécanique quantique semble refuser toute tentative de conserver simultanément ces trois principes. Il est crucial de noter que ces corrélations ne permettent pas de transmettre de l'information plus vite que la lumière. Les résultats individuels des mesures restent aléatoires. Ce n'est que lorsque les données sont comparées a posteriori que les corrélations apparaissent. La relativité n'est donc pas violée au sens opérationnel. Mais sur le plan conceptuel, l'idée que deux événements spatialement séparés puissent être liés sans médiation locale remet en question la structure explicative traditionnelle de la physique. Cette remise en question devient encore plus profonde lorsque l'on considère des scénarios où l'ordre temporel des événements n'est pas clairement défini.
Dans certaines expériences, le choix du type de mesure à effectuer sur une particule est réalisé après que celle-ci a interagi avec son partenaire intriqué, et parfois même après que cette interaction aurait, selon une description classique, dû fixer les propriétés mesurées. Malgré cela, les corrélations observées restent inchangées. Ces dispositifs, souvent qualifiés de choix retardés, montrent que tenter d'attribuer des propriétés définies au système avant la mesure conduit à des incohérences. Les résultats suggèrent que les événements quantiques ne s'inscrivent pas toujours dans une chronologie simple où le passé détermine le futur de manière univoque. La structure temporelle elle-même semble émerger du cadre de mesure. Pour rendre cette idée plus concrète, considérons un système où deux particules intriquées sont envoyées vers des détecteurs éloignés. Les paramètres de mesure, comme l'orientation d'un polariseur, sont choisis de manière aléatoire à la dernière fraction de seconde après que les particules ont quitté leur source. Les résultats montrent que les corrélations quantiques ne dépendent pas de l'ordre causal classique. Il devient alors difficile de soutenir que les particules transportaient des informations prédéfinies sur la manière de répondre à chaque configuration possible. Face à ces données, certains physiciens proposent d'abandonner l'idée que les événements quantiques possèdent une réalité objective indépendante du contexte expérimental. Dans cette perspective, les propriétés ne sont pas des attributs intrinsèques des systèmes, mais des relations entre le système et l'appareil de mesure. La réalité physique serait fondamentalement relationnelle et non composée d'objets dotés de propriétés fixes. D'autres chercheurs vont plus loin et suggèrent que le concept même de causalité doit être généralisé. Dans certains modèles, les relations causales ne suivent pas une structure linéaire unique, mais forment des réseaux où l'ordre des événements peut dépendre du cadre expérimental. Des expériences récentes ont mis en évidence des situations où deux opérations quantiques n'ont pas d'ordre causal bien défini, tout en produisant des résultats cohérents et prédictibles. Ces observations s'appuient sur des protocoles précis, où des opérations sont appliquées à un système dans un ordre qui n'est pas fixé à l'avance. Les données montrent que le comportement global ne peut pas être expliqué en supposant un ordre causal classique, même probabiliste. Pourtant, les résultats restent compatibles avec les principes fondamentaux de la mécanique quantique. Ce type de phénomène suggère que la causalité pourrait être une propriété émergente, valable dans certaines limites, mais non fondamentale. À l'échelle quantique, les événements pourraient être reliés par des structures plus abstraites, où l'information et la corrélation jouent un rôle premier, et où le temps n'est pas nécessairement une variable indépendante universelle. Cette idée rejoint une autre question centrale. Qu'est-ce qui circule réellement entre des systèmes intriqués? S'il ne s'agit pas d'une influence matérielle ou énergétique, alors ce sont les relations d'information qui deviennent essentielles. Certains cadres théoriques traitent la fonction d'onde comme une description complète de ces relations, plutôt que comme un champ physique localisé dans l'espace. Dans cette optique, la réalité quantique ne serait pas constituée d'objets évoluant dans un espace-temps donné, mais d'un réseau de corrélations dont l'espace et le temps émergent comme des approximations efficaces à grande échelle. Cette approche est encore spéculative, mais elle s'appuie sur des résultats expérimentaux solides et sur des développements mathématiques cohérents. Cependant, cette vision soulève une nouvelle difficulté. Si la réalité est fondamentalement relationnelle et probabiliste, comment expliquer la stabilité et la robustesse du monde macroscopique? Pourquoi les objets que nous manipulons semblent-ils posséder des propriétés bien définies, indépendantes de toute observation consciente? La réponse partielle réside encore une fois dans la décohérence, mais aussi dans la redondance de l'information. Dans un environnement macroscopique, les interactions multiples enregistrent les mêmes propriétés de manière répétée et indépendante. Cette redondance rend certaines configurations extrêmement stables et accessibles à de nombreux observateurs simultanément. Les propriétés macroscopiques deviennent alors objectives au sens pratique, même si, au niveau fondamental, elles émergent de processus quantiques sous-jacents. Mais cette explication laisse intacte la question de l'unicité du résultat. Même si de nombreuses branches ou possibilités coexistent mathématiquement, pourquoi faisons-nous toujours l'expérience d'un seul enchaînement d'événements cohérents? Certaines interprétations suggèrent que toutes les issues se réalisent effectivement, chacune dans une branche distincte de la description globale. D'autres maintiennent qu'un mécanisme encore inconnu sélectionne une trajectoire particulière. Ce débat n'est pas purement conceptuel. Il influence la manière dont les physiciens conçoivent les futures expériences et les théories candidates à une description plus fondamentale de la réalité. Les tests de plus en plus précis des corrélations quantiques,
de la causalité indéfinie et de la cohérence à grande échelle cherchent à identifier des signatures expérimentales capables de trancher entre ces approches. À mesure que les données s'accumulent, une conclusion provisoire s'impose. La mécanique quantique ne se contente pas de décrire des phénomènes étranges à petite échelle. Elle impose une révision profonde de notions aussi fondamentales que la propriété, la causalité et le temps. Ce qui apparaissait autrefois comme des paradoxes abstraits devient aujourd'hui un terrain expérimental actif, où chaque nouvelle mesure affine notre compréhension tout en révélant de nouvelles zones d'incertitude. Et si ces incertitudes n'étaient pas des lacunes temporaires, mais des indices sur la structure ultime de la réalité? Si la physique devait renoncer à l'idée d'un monde composé d'objets aux propriétés définies, que resterait-il comme fondement explicatif? Cette question encore ouverte prépare le terrain pour des hypothèses encore plus radicales, où la notion même de réalité unique pourrait devoir être repensée à la lumière des données quantiques les plus récentes. Si l'idée d'une réalité unique devient difficile à maintenir, alors certaines interprétations cessent d'être marginales et prennent un statut conceptuel sérieux. Parmi elles, une proposition se distingue par sa radicalité logique plutôt que par un ajout de mécanismes physiques. Elle ne modifie aucune équation, ne postule aucune force nouvelle et n'introduit aucun paramètre caché. Elle accepte strictement le formalisme quantique tel qu'il est écrit et en tire toutes les conséquences, même les plus contre-intuitives. Selon cette approche, il n'existe jamais d'effondrement réel de la fonction d'onde. Dans ce cadre, lorsqu'une mesure est effectuée, le système observé, l'appareil de mesure et l'observateur forment un ensemble quantique unique. L'évolution de cet ensemble reste entièrement décrite par l'équation de Schrödinger. La superposition ne disparaît pas. Elle s'étend. Chaque résultat possible de la mesure correspond à une branche distincte de l'état global, dans laquelle l'observateur perçoit un résultat bien défini. Toutes les issues compatibles avec les lois quantiques existent simultanément, mais dans des descriptions mutuellement indépendantes. Cette idée est souvent caricaturée comme une multiplication incontrôlée de mondes. Mais sur le plan technique, il n'est pas question de créer des univers séparés au sens cosmologique. Il s'agit plutôt de reconnaître que la fonction d'onde universelle contient des structures dynamiquement découplées qui n'interfèrent plus entre elles après la décohérence. Chaque structure évolue de manière autonome, comme si les autres n'existaient pas. Du point de vue mathématique, cette interprétation est remarquablement cohérente. Elle élimine le problème de la mesure en supprimant l'exception que représentait l'effondrement. Il n'y a plus de rupture entre évolution quantique et observation. Il n'y a qu'une dynamique continue, universelle, valable à toutes les échelles. Le prix à payer est conceptuel. Il faut accepter que la notion d'un résultat unique, globalement partagé, ne soit plus fondamentale. Un point crucial est que cette interprétation ne contredit aucune observation. Chaque observateur, dans sa branche, fait l'expérience d'un monde cohérent, stable et conforme aux probabilités quantiques. Les statistiques observées correspondent exactement à celles prédites par la règle de Born. Le paradoxe se déplace alors. Si tous les résultats existent, pourquoi faisons-nous l'expérience de probabilités spécifiques? Que signifie dire qu'un événement est probable si toutes les issues se produisent effectivement? Des travaux approfondis ont montré que, dans ce cadre, la notion de probabilité peut être comprise comme une mesure de poids des branches. Ces poids sont déterminés par les amplitudes de la fonction d'onde. Un observateur typique, défini de manière précise dans l'espace des états possibles, se retrouve presque toujours dans une branche correspondant aux probabilités standards. Ce raisonnement repose sur des arguments statistiques rigoureux, mais il reste conceptuellement dérangeant pour ceux qui associent la probabilité à l'incertitude sur un futur unique. Cette interprétation offre néanmoins une réponse élégante à certaines questions posées plus tôt. Les corrélations intriquées ne nécessitent aucune influence non locale. Elles résultent simplement de la structure globale de la fonction d'onde. Les expériences de choix retardées ne posent aucun problème causal, car toutes les configurations de mesure et tous les résultats coexistent dans la description complète. L'impression d'un effet rétroactif disparaît au niveau fondamental. Cependant, cette solution radicale n'est pas universellement acceptée. Beaucoup de physiciens considèrent qu'elle sacrifie trop de notre intuition ontologique. Elle rend difficile la définition de ce que signifie exister au sens physique. Si toutes les issues sont réelles, qu'est-ce qui distingue une réalité vécue d'une réalité simplement décrite mathématiquement? Face à cette difficulté, d'autres approches tentent de préserver l'unicité du monde observé tout en modifiant légèrement la dynamique quantique.
Ces modèles introduisent des mécanismes d'effondrement objectifs qui se produiraient indépendamment de tout observateur conscient. L'effondrement deviendrait un phénomène physique réel, déclenché par certaines conditions comme la masse, la complexité ou l'énergie impliquée dans la superposition. Dans ces théories, les systèmes microscopiques suivent presque exactement les règles de la mécanique quantique standard. Les déviations sont extrêmement faibles à petite échelle, ce qui explique pourquoi elles n'ont pas encore été observées. Mais à mesure que la taille ou la masse du système augmente, l'effondrement devient plus probable, garantissant que les objets macroscopiques apparaissent toujours dans des états bien définis. Ces modèles ont l'avantage conceptuel de restaurer une dynamique claire et un monde unique. Ils font également des prédictions testables. Par exemple, ils prédisent une perte de cohérence légèrement plus rapide que celle expliquée par la décohérence environnementale seule. Des expériences extrêmement sensibles cherchent à détecter ces effets en maintenant des superpositions de plus en plus massives sur des durées prolongées. À ce jour, aucune preuve expérimentale décisive en faveur de ces mécanismes n'a été trouvée. Les limites expérimentales repoussent sans cesse les paramètres possibles de ces modèles, mais elles ne les excluent pas complètement. Cette situation crée un équilibre délicat. La mécanique quantique standard reste valide dans tous les domaines testés, mais l'absence d'une explication claire du problème de la mesure continue de motiver la recherche de nouvelles approches. Une autre voie consiste à reconsidérer le statut même de la fonction d'onde. Plutôt que de la traiter comme une description directe de la réalité physique, certains cadres théoriques la considèrent comme une représentation de l'information disponible sur un système. Dans cette perspective, la mécanique quantique serait une théorie des connaissances plutôt qu'une théorie des objets. Cette approche explique naturellement pourquoi l'effondrement ressemble à une mise à jour de l'information. Lorsqu'une mesure est effectuée, l'observateur acquiert une information nouvelle, et la description mathématique du système est ajustée en conséquence. Il n'y a pas nécessairement de processus physique mystérieux associé à cette mise à jour. Le paradoxe disparaît au prix d'un changement de perspective sur ce que décrit la théorie. Mais cette solution soulève une difficulté subtile. Si la fonction d'onde représente l'information d'un observateur, alors deux observateurs disposant d'informations différentes peuvent attribuer des états différents au même système. Pourtant, lorsqu'ils comparent leurs résultats, ils constatent une cohérence remarquable. Cette cohérence suggère l'existence d'une structure objective sous-jacente, qui ne dépend pas entièrement des états de connaissance individuels. Pour résoudre cette tension, certains chercheurs proposent des cadres où l'information elle-même possède un statut physique fondamental. Dans ces modèles, les lois de la physique ne décrivent pas l'évolution de particules dans l'espace, mais la transformation et la conservation de l'information. L'espace, le temps et même la causalité émergeraient de contraintes informationnelles plus profondes. Cette idée trouve un écho dans plusieurs domaines de la physique théorique moderne. En gravitation quantique, par exemple, des résultats suggèrent que la géométrie de l'espace-temps pourrait être dérivée de relations d'intrication entre degrés de liberté quantique. Des calculs précis montrent que certaines propriétés géométriques correspondent directement à des mesures d'information quantique. Si cette approche est correcte, alors les paradoxes quantiques ne sont pas des anomalies, mais des indices. Ils signalent que nos concepts classiques, hérités d'une physique des objets et des trajectoires, sont inadéquats à l'échelle fondamentale. La réalité ne serait pas faite de choses, mais de relations. Les événements ne seraient pas reliés par des causes locales simples, mais par des structures globales contraintes par les lois de l'information. Dans ce cadre, la notion de temps elle-même pourrait être émergente. Certaines formulations mathématiques de la mécanique quantique permettent des descriptions où l'ordre temporel n'est pas fondamental, mais dérivé de corrélations entre sous-systèmes. Le flux du temps que nous percevons serait alors une approximation valable dans un régime particulier, tout comme la rigidité d'un solide émerge de l'interaction entre atomes. Cette possibilité n'est pas purement spéculative. Des expériences sur des processus quantiques sans ordre causal défini ont déjà montré que certaines tâches informationnelles peuvent être réalisées plus efficacement lorsque l'on ne suppose pas un ordre temporel fixe. Ces résultats suggèrent que le temps, comme la causalité, pourrait ne pas être un ingrédient fondamental de la description ultime. Mais cette perspective soulève une question encore plus dérangeante. Si l'espace, le temps, les objets et les propriétés émergent tous de structures quantiques abstraites, alors que reste-t-il de la notion intuitive de réalité ? Sommes-nous confrontés à une limite définitive de la représentation classique,
ou à une transition conceptuelle comparable à celle provoquée par l'abandon de l'espace absolu et du temps universel au début du XXe siècle. À ce stade, aucune interprétation ne s'impose comme définitive. Toutes reproduisent les mêmes prédictions expérimentales dans les domaines testés. Le choix entre elles repose sur des critères conceptuels, de cohérence interne et de fécondité théorique. Mais cette situation pourrait changer. Les progrès expérimentaux continuent de repousser les frontières entre le quantique et le macroscopique, entre l'information et la matière, entre la causalité définie et indéfinie. Chaque nouvelle expérience affine les contraintes et réduit l'espace des hypothèses possibles. Elle ne ferme pas le débat, mais le structure. Et à mesure que les paradoxes quantiques cessent d'être des curiosités isolées pour devenir des outils expérimentaux, une chose devient claire. Ce que la mécanique quantique remet en question n'est pas seulement notre compréhension des particules, mais notre manière même de concevoir ce qu'est une explication physique. La question n'est donc plus seulement de savoir quelle interprétation est correcte, mais quel type de réalité une théorie physique peut raisonnablement prétendre décrire. Si la science vise à identifier des structures stables, prédictives et universelles, alors la mécanique quantique semble indiquer que ces structures pourraient être plus abstraites, plus relationnelles et moins intuitives que tout ce que la physique avait envisagé jusque-là. Et si l'étrangeté persistante de ces paradoxes n'était pas un signe d'incomplétude, mais la trace visible d'un changement de cadre conceptuel encore en cours. Si tel est le cas, alors les expériences à venir ne se contenteront pas de tester des équations. Elles pourraient bien redéfinir ce que signifie, en physique, le mot même de réalité. Si la réalité quantique semble exiger un changement de cadre conceptuel, alors une question s'impose avec insistance. Comment relier cette description abstraite et relationnelle à l'expérience concrète d'un monde unique, stable et partagé? C'est précisément à ce point que certaines expériences récentes ont déplacé le débat, non plus seulement vers l'interprétation des équations, mais vers la possibilité que différents observateurs puissent légitimement décrire des réalités incompatibles, sans que la théorie ne tranche immédiatement entre elles. Ce problème prend une forme particulièrement aiguë lorsqu'on étend le raisonnement du problème de la mesure à des observateurs eux-mêmes traités comme des systèmes quantiques. Dans la description standard, un observateur mesure un système et obtient un résultat bien défini. Mais si l'on applique rigoureusement les règles quantiques, cet observateur, son appareil et le système mesuré doivent tous être décrits par une fonction d'onde commune. Du point de vue d'un observateur externe, l'ensemble reste dans une superposition cohérente de différents résultats possibles. Les deux descriptions sont mathématiquement valides, mais elles semblent incompatibles sur le plan narratif. Ce conflit n'est pas simplement une reformulation du problème de la mesure. Il révèle une tension plus profonde sur le statut de la réalité observée. Un observateur interne affirme avoir vu un résultat précis. Un observateur externe affirme que ce résultat n'est pas encore défini. La mécanique quantique autorise simultanément ces deux affirmations, tant qu'elles ne sont pas comparées directement dans un même cadre expérimental. Pendant longtemps, ce type de raisonnement est resté cantonné à des expériences de pensée. Mais des propositions théoriques récentes ont montré que cette situation peut, en principe, être testée expérimentalement. Elle repose sur l'idée de traiter les actes d'observation eux-mêmes comme des opérations quantiques contrôlables, susceptibles d'être mises en superposition et recombinées. Dans ces scénarios, un premier observateur mesure un système et enregistre un résultat. Un second observateur, disposant d'un contrôle suffisant sur l'ensemble du dispositif, peut ensuite choisir de mesurer soit le résultat enregistré par le premier, soit l'état global du système avant que toute décohérence irréversible ne se produise. Les prédictions quantiques montrent que ces deux choix conduisent à des descriptions incompatibles de ce qui s'est réellement passé. Ce qui rend ces propositions troublantes, ce n'est pas qu'elles violent les équations connues. Au contraire, elles en sont une conséquence directe. Elles suggèrent que la notion d'un fait objectif unique, valable pour tous les observateurs indépendamment de leur interaction avec le système, pourrait ne pas être applicable à l'échelle quantique. Des expériences réelles ont commencé à explorer des versions simplifiées de ces scénarios. Elles utilisent des systèmes photoniques ou des qubits intriqués où les rôles d'observateurs et de systèmes mesurés sont joués par des dispositifs bien définis. Les résultats obtenus sont compatibles avec les prédictions quantiques et renforcent l'idée que différentes descriptions de la réalité peuvent coexister sans contradiction formelle tant qu'elles ne sont pas réunies dans un même cadre de mesure. Cela conduit à une remise en question profonde de l'objectivité telle qu'elle est habituellement comprise en physique.
Dans la vision classique, un événement est un fait qui s'est produit indépendamment de qui l'observe. En mécanique quantique, cette notion doit être nuancée. Un événement peut être réel pour un observateur donné, tout en n'étant pas défini pour un autre. Pour éviter des contradictions manifestes, certains cadres interprétatifs proposent de limiter la portée des affirmations sur la réalité. Dans ces approches, les propriétés et les événements sont toujours relatifs à un système de référence, souvent un observateur ou un appareil de mesure. Il n'existe pas de point de vue privilégié à partir duquel tous les faits seraient simultanément définis. Cette relativisation de la réalité peut sembler extrême, mais elle s'appuie sur une structure mathématique précise. Les états quantiques sont définis par rapport à des partitions spécifiques du monde en systèmes et sous-systèmes. Modifier cette partition modifie la description sans que cela implique une erreur ou une incohérence. La mécanique quantique impose ainsi une dépendance au contexte plus forte que toute théorie physique antérieure. Un point essentiel est que cette dépendance ne conduit pas à un relativisme arbitraire. Les descriptions différentes ne sont pas toutes compatibles entre elles. Elles obéissent à des règles de cohérence strictes dictées par les transformations unitaires et les probabilités quantiques. Lorsque deux observateurs comparent leurs résultats dans un cadre expérimental commun, la théorie garantit l'accord des observations accessibles à chacun. Ce mécanisme explique pourquoi, dans la pratique quotidienne, quand on a le monde apparaît objectif et partagé. Les interactions répétées, la décohérence et la redondance de l'information alignent les descriptions des différents observateurs. Les situations où des descriptions incompatibles persistent sont confinées à des régimes expérimentaux extrêmement contrôlés, loin de l'expérience macroscopique ordinaire. Mais le fait même que ces situations soient possibles remet en cause l'idée que l'objectivité soit un principe fondamental. Elle pourrait être une propriété émergente, valable dans certaines conditions, mais non universelle. Cette conclusion rapproche la mécanique quantique d'autres domaines de la physique, où des notions autrefois considérées comme fondamentales, comme la rigidité ou la température, se révèlent émergentes. La question devient alors de savoir si cette émergence peut être décrite de manière quantitative et prédictive. Des travaux récents montrent que l'objectivité peut être liée à la diffusion de l'information dans l'environnement. Lorsqu'une propriété d'un système est copiée de manière redondante dans de nombreux sous-systèmes environnementaux, elle devient accessible à plusieurs observateurs indépendants sans perturber le système. Cette redondance confère à la propriété un statut quasi objectif. Ce cadre, parfois appelé émergence de l'objectivité, s'appuie sur des calculs précis et des expériences contrôlées. Il montre comment certaines observables deviennent privilégiées, non par un postulat supplémentaire, mais par la dynamique même des interactions quantiques. Les propriétés que nous percevons comme réelles et stables sont celles qui laissent des traces multiples et cohérentes dans l'environnement. Cependant, cette approche ne répond pas à toutes les questions. Elle explique pourquoi certaines propriétés deviennent objectivement accessibles, mais elle ne dit pas pourquoi une seule valeur est réalisée dans l'expérience vécue. Elle décrit le mécanisme de stabilisation, mais pas l'origine ultime de l'unicité perçue. À ce stade, plusieurs voies théoriques convergent vers une idée commune. La mécanique quantique pourrait ne pas être une théorie des événements individuels, mais une théorie des corrélations entre événements potentiels. Les faits observés seraient des manifestations locales et contextuelles de structures globales plus abstraites. Cette perspective a des conséquences sur la manière dont on conçoit la recherche de théories plus fondamentales. Plutôt que de chercher à restaurer des concepts classiques comme la trajectoire ou la propriété intrinsèque, certains physiciens explorent des cadres où ces notions sont dérivées de principes informationnels ou relationnels. Les entités de base ne seraient plus des particules, mais des relations mesurables. Dans ce contexte, le paradoxe quantique cesse d'être une anomalie à corriger. Il devient un guide. Il indique les limites de nos concepts hérités et suggère la direction des généralisations nécessaires. De la même manière que la constance de la vitesse de la lumière a forcé l'abandon du temps absolu, la persistance des paradoxes quantiques pourrait signaler la nécessité d'abandonner l'idée d'une réalité globale et unique définie indépendamment de toute interaction. Pourtant, cette conclusion reste provisoire. La science progresse par confrontation entre théorie et expérience, et non par préférence conceptuelle. Les expériences futures, plus ambitieuses, chercheront à tester la cohérence de ces cadres dans des régimes encore inexplorés. Elles viseront à mettre en superposition des systèmes toujours plus complexes, à contrôler l'environnement avec une précision accrue et à sonder les limites de l'objectivité émergente.
Certaines de ces expériences pourraient révéler des écarts subtils par rapport aux prédictions quantiques standards. D'autres pourraient confirmer que la théorie actuelle, malgré ses paradoxes, est complète dans son domaine de validité. Dans les deux cas, le résultat sera instructif. Soit il pointera vers une nouvelle dynamique physique, soit il renforcera l'idée que la réalité fondamentale est plus abstraite que toute description classique. Ce qui est certain, c'est que la mécanique quantique a déplacé le centre de gravité de la question scientifique. Il ne s'agit plus seulement de prédire des résultats, mais de comprendre ce que signifie décrire le monde lorsque les notions de faits, d'événements et d'observateurs ne peuvent plus être séparées nettement. À mesure que cette compréhension progresse, une interrogation persiste, plus profonde que les autres. Si la réalité observable dépend du cadre relationnel dans lequel elle est définie, existe-t-il une description ultime qui transcende tous les points de vue, ou la physique doit-elle accepter que toute description soit, par nature, partielle et contextuelle? Cette question ne marque pas une impasse, mais un seuil. Car c'est précisément à ce seuil que de nouvelles théories prennent forme, cherchant à relier l'abstraction quantique à une vision cohérente et universelle du réel. Si toute description semble dépendre d'un cadre relationnel, alors la question suivante devient inévitable. Existe-t-il un niveau plus profond où ces cadres eux-mêmes émergent, ou bien la dépendance au contexte est-elle irréductible? Pour avancer, certains physiciens ont cessé de partir des objets ou des observateurs, et ont choisi un point de départ plus minimal. Ils ont commencé par ce qui est effectivement mesurable dans toutes les situations, les corrélations statistiques entre résultats. Dans cette approche, la théorie ne cherche plus à décrire ce qui est, mais ce qui est relié de manière stable et reproductible. Cette réorientation n'est pas arbitraire. Elle reflète un fait expérimental constant. Toutes les prédictions quantiques portent sur des corrélations observables, jamais sur des valeurs absolues indépendantes. La fonction d'onde permet de calculer des probabilités conditionnelles, pas des propriétés intrinsèques. Même les notions de particules et de champs, pourtant centrales dans le langage physique, apparaissent comme des outils efficaces plutôt que comme des éléments fondamentaux. Ce constat conduit à une hypothèse audacieuse. La réalité physique pourrait être entièrement reconstruite à partir de structures de corrélation, sans supposer d'objets porteurs de propriétés préexistantes. Dans ce cadre, l'étrangeté des paradoxes quantiques devient plus intelligible. Les contradictions surgissent précisément lorsque l'on tente d'imposer aux corrélations un support ontologique classique, fait d'objets localisés et de propriétés définies. En renonçant à cette exigence, les paradoxes se transforment en contraintes formelles. Ils indiquent quelles structures de corrélation sont possibles et lesquelles ne le sont pas. Un exemple frappant est fourni par les limites imposées aux corrélations quantiques. Bien qu'elles violent les contraintes classiques, elles ne sont pas arbitraires. Elles obéissent à des bornes précises, calculables, qui interdisent certaines formes de corrélation pourtant logiquement concevables. Ces bornes ne découlent pas de la relativité seule, ni d'un principe de causalité simple. Elles semblent refléter une structure plus profonde de la théorie, liée à la manière dont l'information peut être distribuée et partagée entre systèmes. Ce constat a conduit à formuler des principes informationnels fondamentaux. Plutôt que de postuler des entités physiques spécifiques, ces principes imposent des limites à ce qu'un observateur peut savoir, transmettre ou copier. Par exemple, il est impossible de cloner parfaitement un état quantique inconnu. Cette impossibilité n'est pas un artefact technique. Elle est inscrite dans la structure mathématique de la théorie et a des conséquences mesurables sur la sécurité des communications et sur la dynamique des systèmes intriqués. De manière plus générale, la mécanique quantique semble être une théorie de l'information contrainte. Elle décrit un univers où l'information ne peut ni être copiée librement, ni être localisée de manière absolue, ni être extraite sans perturber le système qui la porte. Ces contraintes, loin d'être secondaires, déterminent la forme même des lois physiques observables. Cette perspective éclaire d'un jour nouveau le rôle de l'observateur. L'observateur n'est plus un élément extérieur qui révèle passivement une réalité donnée. Il est un système physique parmi d'autres, soumis aux mêmes contraintes informationnelles. Observer dans ce contexte signifie établir une corrélation stable entre deux systèmes. Ce processus est symétrique et réciproque. Il n'existe pas de frontière ontologique nette entre observer et être observé. À partir de là, la notion de fait objectif peut être redéfinie de manière opérationnelle. Un fait est une corrélation suffisamment robuste pour être partagée entre de nombreux systèmes sans être détruite. Cette robustesse dépend de la dynamique de l'environnement et de la redondance des enregistrements. Elle n'est pas absolue, mais graduelle.
Certains faits sont extrêmement stables et universellement accessibles. D'autres sont fragiles et dépendants du contexte expérimental. Cette gradation explique pourquoi la physique classique fonctionne si bien dans le monde quotidien. Les objets macroscopiques sont plongés dans des environnements complexes qui enregistrent en permanence leurs propriétés de manière redondante. Les corrélations associées à ces propriétés deviennent alors dominantes et résistent à toute tentative de mise en superposition observable. La réalité classique apparaît comme une approximation émergente valide dans un régime particulier de corrélation. Mais cette émergence n'est pas une simple transition quantitative. Elle implique une perte d'accès à certaines structures de corrélation plus fines. À l'échelle quantique, ces structures sont accessibles et mesurables. À l'échelle macroscopique, elles sont noyées dans le bruit informationnel de l'environnement. Ce n'est pas que la superposition disparaît, c'est qu'elle devient inobservable pour tout observateur réaliste. Ce point est crucial car il montre que la frontière entre le quantique et le classique n'est pas une ligne nette, mais un continuum. Il n'existe pas de taille ou de masse critique universelle au-delà de laquelle la mécanique quantique cesserait de s'appliquer. Il existe seulement des régimes où certaines corrélations deviennent pratiquement impossibles à détecter. Cette vision a des implications directes pour la recherche de nouvelles théories fondamentales. Si la réalité est fondamentalement corrélationnelle et informationnelle, alors toute tentative d'unification avec la gravitation devra probablement intégrer ces concepts dès le départ. Or, la gravitation, dans sa formulation actuelle, repose sur une géométrie de l'espace-temps supposée objective et continue. Cette tension est au cœur des difficultés rencontrées par les programmes de gravitation quantique. Des indices suggèrent toutefois que cette tension pourrait être résolue dans un cadre relationnel. Des calculs précis montrent que certaines propriétés géométriques, comme la distance ou la courbure, peuvent être reliées à des mesures d'intrication entre degrés de liberté quantique. Dans ces modèles, l'espace n'est pas un contenant préalable, il émerge des relations d'information entre systèmes. Si cette idée est correcte, alors l'espace-temps lui-même serait une manifestation secondaire d'une structure quantique plus abstraite. Les notions de proximité et de causalité dériveraient de la densité et de la nature des corrélations. Deux systèmes fortement intriqués seraient proches dans un sens informationnel, même s'ils sont éloignés dans la description spatiale classique. Cette hypothèse permet de reformuler certains paradoxes sous un angle nouveau. Les corrélations non locales ne seraient plus mystérieuses, car la notion de distance spatiale ne serait pas fondamentale. Elle émergerait dans un régime où certaines corrélations dominent et où d'autres deviennent négligeables. La localité serait une propriété effective, non un principe absolu. Cependant, cette approche reste en grande partie théorique. Les expériences capables de tester directement ces idées sont extrêmement difficiles à concevoir et à réaliser. Elles nécessiteraient un contrôle précis de systèmes fortement intriqués à des échelles où les effets gravitationnels commencent à jouer un rôle mesurable. Malgré cela, des propositions concrètes commencent à émerger, visant à sonder l'interface entre information quantique et gravitation. À ce stade, il est important de souligner que rien dans ces développements n'implique un abandon du rigorisme scientifique. Les spéculations sont guidées par des calculs précis, des contraintes expérimentales et des principes clairement formulés. Ce qui change, ce n'est pas la méthode, mais le langage conceptuel utilisé pour décrire les résultats. La mécanique quantique, dans cette lecture, n'est pas incomplète parce qu'elle serait imprécise ou contradictoire. Elle est déstabilisante parce qu'elle est trop cohérente. Elle impose des contraintes qui forcent à abandonner certaines intuitions profondément ancrées, non parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles sont inadaptées à l'échelle fondamentale. Cette situation n'est pas sans précédent dans l'histoire de la physique. La perte du temps absolu et de l'espace euclidien a déjà montré que des concepts apparemment évidents peuvent être des approximations. Ce que révèle la mécanique quantique pourrait être d'un ordre comparable, mais portant non plus seulement sur la structure de l'espace-temps, mais sur la notion même de fait physique. Si tel est le cas, alors le paradoxe quantique le plus dérangeant n'est peut-être pas celui de la superposition ou de l'intrication. Il réside dans le fait que la théorie fonctionne parfaitement tout en refusant de s'inscrire dans une ontologie simple. Elle oblige à accepter qu'une description complète du monde puisse être fondamentalement indirecte, relationnelle et contextuelle. La question qui se profile alors n'est pas de savoir comment éliminer ces paradoxes, mais comment vivre conceptuellement avec eux. Comment formuler une théorie qui rende compte des corrélations observées sans chercher à les forcer dans un cadre intuitif hérité d'un autre régime physique ?
Cette question ne marque pas la fin de l'enquête. Elle en marque le prolongement le plus profond, là où la frontière entre description, explication et interprétation devient elle-même un objet d'étude scientifique. Si la frontière entre description et interprétation devient elle-même un objet d'étude, alors la mécanique quantique cesse d'être simplement une théorie physique parmi d'autres. Elle devient un test pour notre manière de faire de la science. Jusqu'à présent, les théories les plus fructueuses reposaient sur une séparation claire entre ce qui est décrit et la manière dont cette description est utilisée. La mécanique quantique brouille cette séparation. Elle fournit des règles de calcul d'une efficacité remarquable, tout en laissant ouverte la question de ce que ces règles décrivent réellement. Cette situation a conduit certains physiciens à adopter une position volontairement minimale. Selon eux, la tâche de la physique n'est pas de dire ce qu'est la réalité, mais de fournir un cadre cohérent pour organiser les observations et prédire leurs relations statistiques. Dans cette perspective, demander ce que fait réellement un système quantique en l'absence de mesure serait une question mal posée, comparable à demander la trajectoire exacte d'un point dans un espace où la notion même de trajectoire n'existe pas. Cette attitude, souvent qualifiée d'opérationnelle, a le mérite de la clarté pragmatique. Elle évite les contradictions en refusant d'attribuer une signification ontologique à des concepts qui ne sont pas directement observables. Mais elle a aussi un coût. Elle laisse insatisfait le désir explicatif profond qui a toujours animé la recherche scientifique. Décrire des corrélations sans chercher à comprendre ce qu'elles représentent peut sembler insuffisant, surtout lorsque ces corrélations remettent en cause des notions aussi fondamentales que la causalité ou l'objectivité. D'autres chercheurs estiment au contraire que cette tension est un indice précieux. Ils soutiennent que la mécanique quantique n'est pas seulement une théorie des phénomènes microscopiques, mais une contrainte sur toute théorie possible de la réalité. Dans cette lecture, les paradoxes ne sont pas des anomalies à contourner, mais des guides négatifs. Ils indiquent quelles formes de réalisme sont incompatibles avec les données expérimentales. Cette approche conduit à classer les hypothèses ontologiques non pas en fonction de leur intuitivité, mais de leur compatibilité avec des résultats mesurables. Par exemple, toute théorie qui attribue des propriétés bien définies au système indépendamment de la mesure doit expliquer pourquoi ces propriétés ne peuvent jamais être révélées simultanément sans contradiction. Les inégalités violées expérimentalement imposent des restrictions très précises à ce type de modèle. De même, toute théorie qui conserve une causalité locale stricte doit rendre compte des corrélations intriquées sans introduire de mécanismes observables plus rapides que la lumière. Les tentatives en ce sens se heurtent à des difficultés croissantes à mesure que les expériences deviennent plus sophistiquées. À chaque raffinement expérimental, l'espace des modèles classiques compatibles se réduit. Ce processus d'élimination progressive rappelle un aspect essentiel de la méthode scientifique. Une théorie n'est pas seulement jugée sur ce qu'elle explique, mais sur ce qu'elle interdit. La mécanique quantique interdit certaines combinaisons de concepts pourtant cohérentes du point de vue logique. Elle impose des contraintes qui ne découlent pas d'une intuition préalable, mais de la structure formelle de la théorie et de sa confrontation avec l'expérience. À ce stade, une question méthodologique se pose. Faut-il chercher à compléter la mécanique quantique par une théorie plus profonde qui restaurerait une image plus intuitive de la réalité, ou faut-il accepter que certaines intuitions doivent être abandonnées sans remplacement direct? L'histoire de la physique offre des exemples des deux stratégies. Certaines révolutions ont conduit à de nouveaux cadres conceptuels plus unifiés. D'autres ont simplement montré les limites définitives de certains concepts. Il est possible que la mécanique quantique appartienne à la seconde catégorie. Elle pourrait signaler que la notion de réalité indépendante de toute interaction est une idéalisation utile à certaines échelles, mais inapplicable de manière universelle. Dans ce cas, chercher une ontologie classique sous-jacente serait une entreprise vouée à l'échec, non par manque d'ingéniosité, mais parce que la nature ne se conforme pas à ce schéma. Cependant, cette conclusion reste controversée. Certains physiciens considèrent qu'abandonner toute ontologie claire revient à renoncer à une partie essentielle de l'ambition scientifique. Ils soutiennent que l'histoire montre que les théories les plus abstraites finissent par être réinterprétées dans des cadres plus concrets une fois que les concepts adéquats sont découverts. Selon eux, la mécanique quantique pourrait être une approximation d'une théorie plus profonde encore inconnue. Dans cette optique, les paradoxes actuels seraient analogues aux incohérences apparentes entre la mécanique newtonienne et l'électromagnétisme avant l'avènement de la relativité.
Ce n'est pas la causalité ou l'objectivité qui seraient fondamentalement fausses, mais leur formulation classique qui serait trop restrictive. Une théorie plus générale pourrait les réintégrer sous une forme modifiée. Pour explorer cette possibilité, des chercheurs examinent les structures mathématiques communes aux différentes interprétations. Ils cherchent des principes invariants, présents quelle que soit la lecture ontologique adoptée. Parmi ces principes figurent la linéarité de l'évolution, la conservation des probabilités et certaines symétries fondamentales. Ces éléments pourraient constituer le noyau d'une théorie plus englobante. Mais même cette stratégie rencontre des limites. Les expériences montrent que certaines symétries intuitives, comme la séparabilité des systèmes distants, ne sont pas respectées à l'échelle quantique. Toute théorie plus profonde devra expliquer pourquoi ces symétries émergent à grande échelle tout en étant violées au niveau fondamental. Cette exigence d'émergence contrôlée est l'un des défis majeurs actuels. Il ne suffit pas de proposer une théorie plus abstraite. Il faut montrer comment les notions familières, comme l'espace, le temps, les objets et les événements, apparaissent comme des approximations stables dans un régime particulier. Cette reconstruction est techniquement et conceptuellement exigeante. À ce point, la mécanique quantique se révèle être moins une réponse qu'une contrainte. Elle ne dit pas directement ce qu'est la réalité, mais elle dit très précisément ce que la réalité ne peut pas être. Elle exclut les descriptions où les propriétés sont à la fois locales, préexistantes et indépendantes de l'observation. Elle exclut les modèles où l'information peut être copiée sans limite ou extraite sans perturbation. Ces exclusions sont empiriquement fondées et mathématiquement rigoureuses. Ce rôle contraignant modifie la manière dont on évalue les théories candidates. Une hypothèse n'est pas seulement jugée sur son élégance ou son pouvoir explicatif, mais sur sa capacité à respecter ses interdictions quantiques tout en rendant compte du monde macroscopique. Peu de cadres y parviennent sans introduire de nouvelles difficultés. Dans ce contexte, la persistance du paradoxe n'est pas un signe de faiblesse, mais de profondeur. Une théorie qui fonctionnerait parfaitement et serait immédiatement intuitive serait suspecte, car elle masquerait peut-être des limitations non encore révélées. La mécanique quantique, au contraire, expose ces tensions au grand jour. Elle force à reconnaître les limites de certaines catégories conceptuelles. Cela conduit à une réflexion plus large sur la nature de l'explication scientifique. Expliquer un phénomène signifie-t-il toujours le réduire à des mécanismes plus simples? Ou peut-il s'agir d'identifier des structures formelles irréductibles? Dans le cas quantique, l'explication pourrait consister à montrer pourquoi certaines questions n'ont pas de réponse bien définie, plutôt que d'en fournir une. Cette idée est difficile à accepter, car elle va à l'encontre de l'intuition cumulative de la science. Pourtant, elle n'est pas sans précédent. La thermodynamique, par exemple, impose des limites absolues à certaines transformations, indépendamment des détails microscopiques. Ces limites ne sont pas expliquées par un mécanisme unique, mais par des principes globaux. De manière analogue, la mécanique quantique pourrait imposer des limites fondamentales à la manière dont la réalité peut être structurée et décrite. Les paradoxes seraient alors les manifestations visibles de ces limites, tout comme les paradoxes thermodynamiques ont précédé la compréhension statistique de la chaleur. Si cette analogie est pertinente, alors le travail actuel des physiciens n'est pas de résoudre les paradoxes au sens de les éliminer, mais de les intégrer dans un cadre conceptuel plus large où ils cessent d'être perçus comme des contradictions. Ce cadre pourrait ne pas ressembler à une image du monde faite d'objets et de trajectoires, mais à une théorie des contraintes sur l'information et les corrélations. À mesure que cette perspective se développe, une dernière question se profile, plus difficile à formuler que les précédentes. Si la mécanique quantique impose des limites à ce qui peut être dit de la réalité, ces limites sont-elles simplement épistémiques, liées à ce que nous pouvons connaître, ou sont-elles ontologiques, liées à ce qui peut exister? La distinction elle-même devient floue, car la théorie relie intimement connaissance et structure physique. C'est à ce point que le paradoxe atteint sa forme la plus dérangeante. La mécanique quantique fonctionne comme si la distinction entre ce qui est et ce qui est connu n'était plus nette. Elle suggère que, à l'échelle fondamentale, la réalité et l'information pourraient être deux aspects d'une même structure. Cette idée, encore incomplète, marque une rupture profonde avec le cadre classique. La suite de cette enquête dépendra de la manière dont ces intuitions pourront être rendues testables. De nouvelles expériences, exploitant des superpositions de plus en plus complexes et des contrôles informationnels toujours plus fins, chercheront à distinguer les différentes voies conceptuelles. Elles ne diront peut-être pas ce qu'est la réalité en soi, mais elles diront quelles manières d'en parler sont compatibles avec le monde tel qu'il se manifeste expérimentalement. Et c'est peut-être là le cœur du paradoxe.
Plus la mécanique quantique est confirmée, plus elle restreint l'espace des récits possibles sur la réalité. Elle ne nous laisse pas libres d'imaginer n'importe quel monde sous-jacent. Elle impose un cadre étroit, exigeant, dans lequel la réalité doit s'inscrire, même si ce cadre reste partiellement opaque à l'intuition. À ce stade, le paradoxe n'est plus seulement scientifique, il devient structurel. La mécanique quantique ne se contente pas de décrire des phénomènes inhabituels. Elle impose une discipline sévère à toute tentative de récit cohérent sur le monde. Elle agit comme un filtre conceptuel. De nombreuses images intuitives sont possibles en apparence, mais presque toutes se brisent dès qu'elles sont confrontées aux corrélations mesurées. Ce qui subsiste est un espace étroit de descriptions compatibles, souvent abstraites, parfois déroutantes, mais rigoureusement contraintes. Ce caractère contraignant se manifeste de manière particulièrement claire lorsqu'on tente de reconstruire une image continue du monde à partir des données quantiques. Dans la physique classique, la continuité est un principe implicite. Les objets persistent dans le temps, leurs propriétés évoluent de manière déterminée, et les événements s'enchaînent selon une logique causale bien ordonnée. En mécanique quantique, cette continuité ne disparaît pas complètement, mais elle devient conditionnelle. Elle n'est valable que dans certains régimes, sous certaines hypothèses, et surtout, elle n'est jamais fondamentale. Prenons le cas du temps. Dans les équations quantiques fondamentales, le temps joue un rôle particulier. Il n'est pas un opérateur mesurable comme la position ou l'énergie. Il apparaît comme un paramètre externe, un repère permettant d'ordonner l'évolution des états. Cette asymétrie est déjà inhabituelle, mais elle devient encore plus problématique lorsqu'on cherche à décrire des situations où l'ordre des événements n'est pas clairement défini, comme dans les scénarios de causalité indéfinie évoqués précédemment. Dans ces situations, le temps cesse d'être un axe universel sur lequel tous les événements peuvent être projetés. Il devient une variable émergente liée au point de vue de certains sous-systèmes. Des calculs précis montrent que, dans des régimes quantiques spécifiques, il est possible de décrire des processus où l'on ne peut pas dire si A se produit avant B ou l'inverse, tout en conservant une cohérence globale des prédictions. Ce n'est pas une ambiguïté due à un manque d'information, mais une indétermination structurelle. Cette indétermination n'entraîne pas un chaos observable. Au contraire, les résultats restent parfaitement prédictibles. Ce qui disparaît, c'est la possibilité de raconter l'histoire des événements dans un ordre unique et global. La narration classique échoue, même si les calculs réussissent. Ce décalage entre prédiction et narration est l'une des sources profondes du malaise conceptuel. Un phénomène analogue apparaît lorsqu'on s'intéresse à l'identité des systèmes quantiques. Dans la physique classique, identifier un objet signifie pouvoir le suivre dans le temps, reconnaître ses propriétés persistantes et distinguer clairement un objet d'un autre. En mécanique quantique, cette notion devient subtile. Deux particules du même type sont fondamentalement indiscernables. Il n'existe aucun critère expérimental permettant de les étiqueter de manière permanente. Cette indiscernabilité n'est pas une limitation pratique, mais un principe fondamental. Les conséquences sont mesurables. Les statistiques suivies par des ensembles de particules quantiques diffèrent radicalement de celles attendues, si les particules étaient distinguables. Ces différences expliquent des propriétés macroscopiques cruciales, comme la stabilité de la matière ou le comportement des conducteurs et des isolants. Là encore, une intuition classique doit être abandonnée, non parce qu'elle est approximative, mais parce qu'elle est incompatible avec les faits. Ces exemples montrent que la mécanique quantique impose une série de renoncements conceptuels cohérents. Elle ne détruit pas arbitrairement les notions classiques, elle les limite à des domaines précis où elles émergent naturellement. En dehors de ces domaines, persister à les utiliser conduit à des paradoxes apparents. Cette perspective permet de reformuler la question centrale. Le problème n'est peut-être pas que la mécanique quantique soit étrange, mais que notre langage conceptuel soit inadapté à son domaine d'application fondamentale. Les paradoxes surgissent lorsque l'on tente de forcer une description continue, locale et objective sur une théorie qui décrit avant tout des relations probabilistes globales. Cette reformulation a des implications pratiques. Elle suggère que la recherche d'une théorie plus profonde ne consistera pas nécessairement à ajouter de nouvelles entités ou de nouvelles dimensions cachées, mais à identifier des principes structurants plus généraux. Ces principes ne décriraient pas des objets, mais des contraintes sur les descriptions possibles. Un exemple de ce type de principe est la limitation de l'information accessible.
Dans tous les protocoles quantiques, il existe une borne précise sur la quantité d'informations qu'un observateur peut extraire d'un système sans le perturber. Cette borne n'est pas arbitraire. Elle est liée à la structure de l'espace des états et aux transformations autorisées. Elle définit un compromis irréductible entre connaissance et perturbation. Ce compromis est au cœur de nombreuses applications technologiques, mais il est aussi une clé conceptuelle. Il suggère que la réalité quantique n'est pas une réalité cachée derrière un voile, mais une réalité qui ne peut être séparée de la manière dont elle est interrogée. Les questions que l'on peut poser et les réponses que l'on peut obtenir sont liées par des contraintes mathématiques strictes. Cette idée conduit à une inversion subtile du rapport entre théorie et réalité. Plutôt que de considérer la théorie comme une image imparfaite d'un monde sous-jacent, on peut la voir comme une description complète des structures relationnelles accessibles. Dans ce cadre, chercher une réalité derrière, la théorie n'a pas de sens opérationnel clair, car toute réalité postulée devrait se manifester par des corrélations observables déjà prises en compte. Cela ne signifie pas que toute spéculation est vaine, mais cela impose une discipline. Toute hypothèse ontologique supplémentaire doit soit produire des prédictions nouvelles, soit clarifier de manière décisive un aspect jusque-là incohérent. Sinon, elle reste une préférence interprétative sans contenu empirique. Cette exigence explique pourquoi le débat sur les fondements de la mécanique quantique reste ouvert sans être arbitraire. Les interprétations concurrentes ne sont pas équivalentes sur le plan conceptuel, même si elles le sont souvent sur le plan prédictif. Elles mettent en avant des aspects différents de la structure formelle et proposent des manières distinctes de penser l'émergence du monde classique. Certaines mettent l'accent sur la globalité et l'universalité de la fonction d'onde, d'autres sur le rôle de l'information et de la connaissance, d'autres encore sur la modification possible de la dynamique. Aucune n'a encore réussi à s'imposer comme une synthèse évidente, capable de résoudre toutes les tensions sans en créer de nouvelles. Il est tentant de voir dans cette situation un échec provisoire, mais il est aussi possible d'y voir une phase de transition. Dans l'histoire de la science, les périodes où plusieurs cadres conceptuels coexistent sans qu'aucun ne domine clairement sont souvent des périodes fécondes. Elles indiquent que les données disponibles dépassent les catégories existantes. Dans le cas présent, les données expérimentales sont d'une précision exceptionnelle. Elles ne laissent que très peu de marge pour des ajustements ad hoc. Toute nouvelle théorie devra reproduire ces résultats avec la même exactitude, tout en offrant une compréhension plus unifiée. C'est une contrainte extrêmement forte. Cette contrainte explique pourquoi les avancées conceptuelles sont lentes. Il ne suffit pas de proposer une image séduisante. Il faut qu'elle s'insère dans un réseau de relations mathématiques et expérimentales déjà très dense. La mécanique quantique n'est pas une théorie jeune. Elle a été testée dans des milliers de contextes différents, souvent avec une précision extrême. À mesure que ces tests se multiplient, une chose devient de plus en plus claire. La théorie ne montre aucun signe de défaillance dans son domaine. Les paradoxes ne disparaissent pas, mais ils ne se transforment pas non plus en contradictions expérimentales. Ils restent confinés au niveau conceptuel, là où nos intuitions peinent à suivre. Ce constat peut être interprété de deux manières. Soit il indique que la théorie est incomplète sur le plan conceptuel et attend une reformulation plus profonde. Soit il indique que le malaise conceptuel est le prix à payer pour une description fidèle du monde à cette échelle. Dans ce second cas, le travail du physicien devient proche de celui du cartographe, confronté à une géométrie non euclidienne. Les cartes sont exactes, mais elles ne ressemblent pas au paysage familier. Dans cette analogie, les paradoxes quantiques seraient comparables aux distorsions visibles sur une projection cartographique. Elles ne signalent pas une erreur, mais une incompatibilité entre la surface représentée et les contraintes du plan. De même, les paradoxes signalent une incompatibilité entre certaines attentes classiques et la structure réelle des corrélations observables. Si cette lecture est correcte, alors l'objectif n'est pas d'éliminer les paradoxes, mais de les comprendre comme des indicateurs. Ils montrent que tous nos concepts cessent d'être applicables. Ils tracent la frontière entre ce qui peut être décrit de manière intuitive et ce qui doit être accepté comme formellement correct, mais conceptuellement inhabituel. Cette attitude n'est pas un renoncement à la compréhension. Elle est une redéfinition de ce que comprendre signifie. Comprendre dans ce contexte, ce n'est pas forcément visualiser ou raconter une histoire causale continue. C'est savoir quelles questions sont légitimes, quelles descriptions sont cohérentes et quelles attentes doivent être abandonnées. La mécanique quantique, ainsi comprise, n'est pas une fin, mais un cadre de contraintes extrêmement précis.
Elle dicte les règles du jeu pour toute théorie future. Elle ne dit pas tout, mais elle interdit beaucoup. Et ces interdictions sont parmi les informations les plus précieuses qu'une théorie puisse fournir. À mesure que la recherche progresse, il devient de plus en plus probable que toute description plus fondamentale devra intégrer explicitement ces contraintes, plutôt que de chercher à les contourner. La réalité ultime, quelle que soit sa nature, devra respecter la structure des corrélations quantiques, la limitation de l'information et l'émergence contextuelle des faits. C'est dans ce cadre que la question initiale peut être reformulée une dernière fois. Le paradoxe quantique n'est pas seulement étrange parce qu'il contredit l'intuition, il est dérangeant parce qu'il suggère que l'intuition elle-même n'est pas un guide fiable à l'échelle fondamentale. Ce constat n'est pas confortable, mais il est cohérent avec l'histoire de la science. Et c'est précisément cette cohérence, alliée à une précision expérimentale sans précédent, qui explique pourquoi ce paradoxe continue de fasciner et de résister. Non pas parce qu'il menace la science, mais parce qu'il redéfinit silencieusement ce que la science peut raisonnablement attendre d'une description du réel. Mais une question persiste, discrète et tenace, au cœur de cette redéfinition. Si les paradoxes quantiques signalent les limites de nos concepts classiques, comment expliquer que le monde macroscopique, celui des objets quotidiens, semble y échapper presque totalement ? Les tables, les planètes, les organismes vivants ne manifestent aucune superposition visible, aucune causalité floue, aucune indétermination temporelle mesurable. Pourtant, ils sont constitués exclusivement de systèmes quantiques. Ce contraste n'est pas une illusion superficielle, il est mesurable, stable et universel. Comprendre comment il émerge est l'un des problèmes centraux de la physique contemporaine. La réponse partielle la plus solide porte un nom précis, la décohérence. Contrairement à une idée répandue, la décohérence n'est pas une interprétation de la mécanique quantique, mais un phénomène calculable, mesuré et reproduit. Elle décrit la manière dont un système quantique, lorsqu'il interagit avec son environnement, perd rapidement la capacité de manifester des interférences observables entre ses états possibles. Les équations montrent que cette perte peut être extraordinairement rapide, parfois en des fractions de nanosecondes, dès que le système cesse d'être isolé. Concrètement, un objet macroscopique n'est jamais seul. Il interagit en permanence avec des milliards de degrés de liberté, photons thermiques, vibrations moléculaires, champs électromagnétiques ambiants. Chacune de ces interactions transporte une information, aussi infime soit-elle, sur l'état du système. Cette information se disperse dans l'environnement de manière irréversible. Le résultat n'est pas un effondrement brutal de la fonction d'onde, mais une dilution progressive des phases quantiques, rendant toute interférence pratiquement impossible à détecter. Ce point est crucial. La décohérence n'élimine pas mathématiquement la superposition, elle la rend inobservable. Du point de vue formel, les états multiples existent toujours dans la description globale système-environnement. Mais pour tout observateur local limité à une fraction de l'information totale, le système apparaît dans un état défini avec une probabilité bien déterminée. Cette apparence suffit à expliquer pourquoi le monde classique est si robuste. Cependant, cette explication, aussi puissante soit-elle, ne résout pas entièrement le paradoxe initial. Elle explique pourquoi nous ne voyons pas de superposition macroscopique, mais elle ne dit pas pourquoi un résultat particulier est observé plutôt qu'un autre. La décohérence transforme une superposition cohérente en un mélange statistique apparent, mais elle ne sélectionne pas un résultat unique. Le problème de la mesure, sous une forme plus subtile, demeure. Cette limite sera bien comprise par les physiciens. Elle marque une frontière nette entre ce que la théorie standard explique dynamiquement et ce qui relève encore de l'interprétation. À ce stade, plusieurs voies conceptuelles se séparent, non pas par désaccord sur les calculs, mais sur la signification qu'il faut leur attribuer. L'une de ces voies consiste à prendre au sérieux la description globale. Si la fonction d'onde ne s'effondre jamais, alors chaque possibilité issue d'une mesure persiste dans la description complète. Ce cadre conduit naturellement à l'idée que les différents résultats correspondent à des branches qui n'interfèrent plus entre elles. La décohérence joue ici un rôle clé. Elle explique pourquoi ces branches deviennent effectivement indépendantes, incapables de se recombiner. Dans cette perspective, l'unicité du résultat n'est qu'apparente. Chaque observateur se trouve dans une branche particulière, corrélée à un résultat spécifique. Les autres branches existent toujours dans la description globale, mais elles sont inaccessibles. Cette idée n'ajoute aucune dynamique nouvelle aux équations. Elle modifie seulement la manière dont on interprète la notion de réalité.
D'autres physiciens considèrent cette multiplication des branches comme un coût conceptuel excessif. Ils cherchent à préserver l'idée qu'un seul résultat se produit réellement, quitte à modifier la dynamique quantique elle-même. Ces modèles introduisent des mécanismes d'effondrement objectifs, souvent très faibles à l'échelle microscopique, mais amplifiés pour les systèmes macroscopiques. L'intérêt de ces modèles est qu'ils sont, en principe, testables. Des expériences de plus en plus sophistiquées tentent justement de mettre en évidence de telles déviations. Elles utilisent des objets de taille croissante, refroidis et isolés avec une précision extrême pour tester si la superposition persiste au-delà de ce que la théorie standard prévoit. Jusqu'à présent, aucune violation claire n'a été observée. Mais chaque amélioration technologique resserre les contraintes. Une troisième voie se concentre sur l'information. Dans cette approche, la mécanique quantique n'est pas vue comme une théorie des objets, mais comme une théorie des mises à jour de connaissances. L'état quantique ne décrit pas ce qui est, mais ce que l'on peut raisonnablement attendre comme résultat de mesures futures. Le paradoxe de la mesure devient alors un problème de cohérence des règles d'inférence plutôt qu'un problème ontologique. Cette approche a l'avantage de dissoudre certains paradoxes, mais elle en laisse d'autres intacts. Elle explique pourquoi les prédictions sont cohérentes, mais elle ne dit pas clairement ce qui existe indépendamment des observateurs. Pour certains, cette absence n'est pas un défaut, mais une reconnaissance honnête des limites de ce que la science peut affirmer. Ces divergences ne sont pas purement philosophiques. Elles influencent la manière dont les expériences sont conçues et interprétées. Par exemple, dans les scénarios de causalité indéfinie où l'ordre des opérations n'est pas fixé, certaines interprétations y voient une preuve que la causalité est émergente. D'autres y voient simplement une description efficace de corrélation conditionnelle. De manière frappante, toutes ces lectures conduisent aux mêmes prédictions expérimentales dans les domaines testés. C'est ce qui rend le débat si résistant à la clôture. Il n'existe pas encore d'expérience décisive capable de trancher clairement entre ces cadres conceptuels. Cette situation met en lumière un aspect souvent sous-estimé de la science moderne. Une théorie peut être empiriquement complète tout en restant conceptuellement ouverte. La mécanique quantique décrit avec une précision extrême ce que nous observons, mais elle laisse en suspens la question de ce que ces observations impliquent pour la nature ultime de la réalité. Ce constat devient encore plus aigu lorsque l'on tente de combiner la mécanique quantique avec la relativité générale. Dans cette dernière, l'espace et le temps ne sont pas des arrière-plans fixes, mais des entités dynamiques façonnées par la matière et l'énergie. Or, la mécanique quantique suppose généralement un temps externe bien défini. Cette tension structurelle suggère que ni l'une ni l'autre des théories n'est fondamentale dans sa forme actuelle. Des approches de gravité quantique tentent de résoudre cette tension en faisant émerger l'espace-temps à partir de structures plus primitives. Dans plusieurs de ces modèles, les notions classiques de localisation et de causalité apparaissent comme des approximations. Les degrés de liberté fondamentaux ne sont pas des champs sur un espace-temps donné, mais des relations abstraites, souvent décrites en termes d'information ou d'entrelacement. Dans ce contexte, le paradoxe quantique initial prend une nouvelle dimension. Ce n'est plus seulement la mesure qui pose problème, mais la notion même d'événement. Si l'espace et le temps émergent, alors un événement n'est pas un point fondamental, mais une construction effective. Mesurer un système, dans ce cadre, revient à créer une corrélation stable dans un réseau relationnel plus vaste. Cette idée est encore spéculative, mais elle est guidée par des calculs précis. Des correspondances établies entre certaines théories quantiques et des descriptions géométriques suggèrent que la structure de l'espace pourrait être directement liée à la structure de l'intrication. Là où l'intrication est forte, l'espace serait proche. Là où elle est faible, l'espace se déploierait. Si cette image est correcte, alors le caractère non local des corrélations quantiques n'est pas une anomalie, mais un indice. Il signalerait que la notion classique de distance n'est pas fondamentale. Les corrélations instantanées observées ne violeraient pas une causalité plus profonde, mais révéleraient une structure sous-jacente où la séparation spatiale n'a pas encore de sens. Dans cette perspective, l'observateur n'est plus un élément extérieur perturbant un système préexistant. Il devient une partie intégrante du réseau de relations qui définit ce qui est observable. Mesurer, ce n'est pas révéler un fait caché, mais stabiliser une relation parmi d'autres possibles. Cette reformulation ne rend pas la mécanique quantique plus intuitive au sens classique, mais elle la rend plus cohérente dans un cadre élargi où les notions de réalité, de causalité et de localisation sont traitées comme des concepts émergents plutôt que fondamentaux. Il est encore trop tôt pour dire si cette voie
mènera à une théorie unifiée satisfaisante. Mais elle illustre un point essentiel. Les paradoxes quantiques ne sont pas des obstacles isolés. Ils sont liés à une remise en question plus large de nos catégories fondamentales. À mesure que les expériences progressent, notamment celles qui sondent des régimes intermédiaires entre le quantique et le macroscopique, ces questions cessent d'être abstraites. Elles deviennent testables, au moins indirectement. Chaque nouvelle borne expérimentale élimine certaines hypothèses et renforce d'autres. Ce processus est lent, méthodique, souvent frustrant. Il contraste avec l'image spectaculaire que l'on se fait parfois des révolutions scientifiques. Mais c'est précisément cette lenteur qui garantit la solidité des conclusions. Ainsi, le paradoxe quantique, qui semblait au départ isolé, apparaît maintenant comme un symptôme. Il signale que notre compréhension actuelle, aussi efficace soit-elle, repose sur des concepts qui atteignent leurs limites. Ces limites ne sont pas des échecs, mais des guides. Elles indiquent tout chercher, quelles questions reformuler et quelles intuitions laisser de côté. Et à mesure que l'on suit ces indications, une interrogation plus profonde se dessine. Si la réalité fondamentale n'est pas faite d'objets localisés avec des propriétés définies, mais de relations, de contraintes informationnelles et de structures émergentes, alors que signifie exactement dire que quelque chose existe? Si la notion même d'existence devient relative aux relations et aux contraintes informationnelles, alors la question fondamentale change de nature. Il ne s'agit plus de demander ce qui est, coetus, si met en termes classiques, mais de comprendre ce qui peut être défini, mesuré et corrélé. L'existence dans ce cadre devient opérationnelle. Un système existe dans la mesure où il entretient des corrélations stables avec d'autres systèmes capables de l'observer ou d'interagir avec lui. Cette approche radicale redéfinit le rapport entre la théorie et le réel. Elle n'élimine pas les objets ni les événements, mais elle les transforme en manifestations contingentes d'un réseau relationnel sous-jacent. Les implications sont profondes. Dans un monde ainsi décrit, la localité n'est plus un axiome, mais une approximation émergente. La causalité n'est plus absolue, mais dépend de l'organisation des corrélations et de la dynamique de leur propagation. Même le temps, longtemps considéré comme un repère universel, peut être interprété comme un paramètre émergent à partir de la séquence des interactions. Chaque concept que nous pensions fondamental devient contextualisé, conditionnel et partiel. Cette révision radicale ne se limite pas à la philosophie, elle a des conséquences concrètes. Les expériences de contrôle de superposition macroscopique, la manipulation d'intrications multiparticules ou les tentatives de combiner gravité et mécanique quantique deviennent autant de laboratoires où la nature des faits eux-mêmes est interrogée. Chaque protocole expérimental met en jeu non seulement des mesures, mais des structures relationnelles, l'ordre des opérations, la sélectivité des interactions et la redondance de l'information deviennent des paramètres essentiels. Dans ce contexte, le paradoxe quantique initial, celui qui horrifie les scientifiques, cesse d'être une curiosité isolée. Il devient un signal, un indicateur de la complexité fondamentale du réel. Les superpositions, les corrélations non locales et les indéterminations ne sont plus des anomalies à résoudre, mais des indices d'une architecture profonde que nos concepts classiques ne peuvent capturer directement. Cette architecture repose sur une idée simple mais puissante. La réalité ne se réduit pas à des entités individuelles possédant des propriétés intrinsèques. Elle est structurée par l'ensemble des relations, contraintes et informations que ces entités entretiennent entre elles. Dans ce cadre, la mécanique quantique ne décrit pas des objets cachés derrière le voile de l'observation. Elle décrit directement le réseau de possibilités, de corrélations et de limites qui constituent la base de tout phénomène observable. Le rôle de l'observateur devient ainsi central, mais pas au sens subjectif traditionnel. Observer, mesurer ou interagir, ce n'est pas altérer une réalité préexistante au hasard. C'est participer activement à la stabilisation de certaines corrélations, à la manifestation de certains faits. Les observateurs eux-mêmes font partie du réseau qu'ils sondent. Leur action est simultanément une contribution à l'établissement de la réalité et un respect des contraintes qu'impose la structure quantique. Ce point de vue éclaire sous un jour nouveau le caractère dérangeant du paradoxe. Ce n'est pas l'étrangeté des phénomènes qui est surprenante, mais la profondeur de la révision conceptuelle qu'ils imposent. Les règles ne violent pas la logique ou la cohérence. Elles redéfinissent la logique elle-même à une échelle où les notions de totalité, de permanence et de distinction individuelle deviennent relatives. À ce stade, plusieurs implications se dessinent pour la compréhension future de la physique.
Toute théorie plus fondamentale devra intégrer explicitement cette structure relationnelle et informationnelle. Elle devra rendre compte de l'émergence de la réalité classique à partir de corrélations quantiques, expliquer pourquoi certaines interactions produisent des résultats stables et répétables, et décrire comment les notions d'espace, de temps et de causalité émergent dans des régimes appropriés. La gravité quantique, la cosmologie et la physique des systèmes complexes sont toutes concernées. Dans ces domaines, les limites imposées par la mécanique quantique deviennent des contraintes sur la manière dont la structure de l'espace-temps et les dynamiques cosmologiques peuvent se manifester. Même les objets les plus massifs et les plus étendus obéissent, à un niveau fondamental, aux règles qui régissent les plus petites particules. Et pourtant, malgré cette universalité, la mécanique quantique n'impose pas un unique récit définitif de la réalité. Elle fournit un cadre contraignant mais flexible, laissant place à différentes interprétations compatibles avec les faits observables. La multiplicité des approches reflète moins un défaut de la théorie que la richesse et la subtilité de la structure qu'elle révèle. Ainsi, le paradoxe initial devient une invitation à repenser les fondements mêmes de ce que signifie comprendre le monde. Comprendre ne consiste pas uniquement à visualiser ou à nommer des objets, mais à saisir les réseaux de relations et les limites qui les régissent. Chaque expérience, chaque calcul et chaque principe conceptuel devient alors un moyen d'explorer ces structures plutôt qu'un simple outil pour confirmer des intuitions héritées du monde classique. Au terme de cette exploration, une question plus vaste émerge, incitant à la réflexion et à la prudence scientifique. Si la réalité fondamentale est relationnelle, informationnelle et émergente, dans quelle mesure nos théories actuelles, construites sur des intuitions classiques, peuvent-elles nous guider vers une compréhension véritable de l'univers? Et si cette compréhension ne consiste pas à trouver ce qui est, mais à cartographier ce qui peut être corrélé, prédit et observé, alors le rôle du scientifique n'est plus seulement de découvrir, mais de participer activement à la stabilisation des faits eux-mêmes. Le paradoxe quantique cesse ainsi d'être une curiosité étrange et devient un guide, un point de référence nous poussant à réévaluer avec rigueur et humilité les fondations mêmes de notre vision du monde. Si le paradoxe quantique devient un guide pour repenser les fondations de la science, il nous oblige à confronter une idée fondamentale. La distinction entre le possible et le réel n'est plus triviale. Dans le monde classique, ce qui est possible est souvent une extrapolation simple de ce qui est observable. En mécanique quantique, le possible et le réel sont liés par des contraintes strictes mais non intuitives. Un état quantique n'existe pas dans un espace de possibilités illimité. Il est défini par des amplitudes qui codent la probabilité de chaque résultat dans le cadre des interactions possibles. Ces amplitudes ne sont pas des propriétés physiques au sens classique, mais des structures mathématiques qui traduisent directement la logique des corrélations. Cette distinction a des conséquences profondes pour la façon dont nous concevons les expériences. Chaque mesure n'est pas une simple lecture d'une propriété préexistante, mais un processus qui sélectionne, stabilise et rend observable une corrélation particulière parmi une infinité de possibilités. L'objectivité n'est donc pas un acquis, mais une émergence. Elle naît lorsque des corrélations deviennent suffisamment robustes pour être reproduites et partagées entre différents observateurs ou dispositifs. L'expérience n'est pas un miroir passif de la réalité, mais un processus actif qui sculpte ce qui peut être décrit comme réel. Cette approche remet en question la manière dont nous comprenons la causalité. Dans la physique classique, la causalité repose sur une succession nette d'événements dans le temps, avec des relations de cause à effet clairement définies. La mécanique quantique, en revanche, montre que certaines corrélations peuvent exister indépendamment d'un ordre temporel strict. Dans des configurations expérimentales particulières, il est possible de constater des dépendances entre résultats sans pouvoir attribuer une causalité directe dans le sens classique. Ce phénomène ne viole pas les principes fondamentaux. Il révèle seulement que notre notion de cause doit être adaptée à un univers où l'information et les corrélations sont premières. Cette relativisation de la causalité se combine avec l'idée que le temps lui-même peut être émergent. Les théories actuelles de gravité quantique suggèrent que la séquence des événements n'est pas absolue mais dépend du réseau de corrélation dans lequel ils s'inscrivent. Dans ce cadre, le temps devient une dimension contextuelle, observable uniquement à travers des relations spécifiques entre systèmes. La réalité n'est pas un flux continu de moments universels, mais un ensemble de relations stables qui se manifestent comme des événements temporalisés pour les observateurs situés à l'intérieur du réseau. Un autre aspect crucial concerne la notion de localisation.
Dans la physique classique, les objets occupent un espace déterminé et leurs propriétés sont attachées à ces positions. En mécanique quantique, la position n'est pas toujours bien définie. Les états peuvent être étendus, superposés ou intriqués sur de grandes distances. Ce n'est pas une limitation expérimentale, c'est une caractéristique fondamentale. Les corrélations entre systèmes distants ne sont pas limitées par la distance spatiale classique, ce qui rend la réalité non locale dans son essence, bien que les observations restent compatibles avec la relativité au niveau macroscopique. Ces concepts radicalement nouveaux ont des implications profondes pour notre conception de la matière et de l'information. La matière n'est plus un ensemble d'objets possédant des propriétés intrinsèques, mais un réseau dynamique de corrélations et de contraintes. L'information, loin d'être secondaire, devient centrale. Elle encode la structure, la dynamique et la cohérence des phénomènes. Cette réorganisation des priorités conceptuelles transforme non seulement la physique fondamentale, mais aussi notre manière d'interpréter toute interaction avec le monde. La redéfinition de l'existence, de la causalité et de la localisation crée un nouveau cadre pour comprendre les systèmes complexes. Les interactions macroscopiques, les phénomènes biologiques, les processus thermodynamiques eux-mêmes peuvent être réinterprétés comme des manifestations de ces principes quantiques à grande échelle, là où les corrélations se stabilisent et les superpositions deviennent indiscernables. L'émergence du monde classique, loin d'être automatique, est le résultat d'une hiérarchie complexe de relations qui filtre, amplifie et stabilise certaines corrélations tout en rendant d'autres inaccessibles à l'observation directe. Cette vision relationnelle et informationnelle de la réalité oblige à repenser la notion même de loi physique. Les lois ne sont plus simplement des règles décrivant comment des objets interagissent dans un espace-temps donné. Elles deviennent des contraintes sur ce qui peut être corrélé, sur la manière dont l'information peut se propager et sur les structures qui peuvent émerger. La prédiction scientifique devient alors une exploration des limites du possible dans le cadre des contraintes observables, plutôt qu'une simple extrapolation à partir d'éléments individuels et intrinsèques. Dans ce contexte, le paradoxe quantique, qui horrifie tant les scientifiques, apparaît moins comme une faille que comme une fenêtre vers cette nouvelle compréhension. Il expose les limites de l'intuition héritée du monde macroscopique et révèle les structures formelles qui régissent la réalité à son niveau le plus fondamental. Il nous oblige à accepter que certaines notions, telles que l'objectivité, la continuité et la causalité absolue, ne sont pas universelles mais émergent dans des conditions spécifiques. Ainsi, le paradoxe devient un outil conceptuel, un guide vers des principes plus profonds et non plus un simple problème à résoudre. Il nous indique où les concepts classiques échouent et comment les remplacer par des notions adaptées à un univers relationnel et informationnel. Chaque expérience, chaque calcul, chaque interprétation doit être évaluée à l'aune de cette compréhension renouvelée. À mesure que la recherche avance, de nouvelles expériences visant à tester l'intrication à grande échelle, la superposition macroscopique et la causalité indéfinie permettront d'affiner ces principes. Chacune d'entre elles est une exploration directe du réseau relationnel qui constitue la réalité. Elle ne cherche pas seulement à confirmer des prédictions, mais à cartographier les limites mêmes de ce qui peut exister et de ce qui peut être observé. Dans ce processus, le rôle de l'observateur, loin d'être marginal, devient central. Observer n'est plus une action passive, mais une participation active à la manifestation des corrélations. L'observateur contribue à la stabilisation des faits et, en même temps, est contraint par les limites imposées par la structure quantique. Cette interdépendance redéfinit le rapport entre connaissance et réalité, et elle constitue l'un des aspects les plus profonds et les plus subtils du paradoxe. Ainsi, le paradoxe quantique nous oblige à envisager une science où comprendre signifie non pas simplement identifier des objets et leurs propriétés, mais explorer les structures relationnelles et informationnelles qui rendent les observations possibles. C'est une science qui reconnaît les limites de l'intuition, qui accepte que certaines questions n'ont pas de réponse unique dans le cadre classique, qui narrent le seitistas et qui met l'accent sur la cohérence formelle et empirique plutôt que sur la familiarité conceptuelle. À mesure que l'on suit cette voie, une interrogation ultime se profile. Si la réalité fondamentale est définie par des relations, des corrélations et des contraintes informationnelles, alors jusqu'où notre compréhension pourra-t-elle s'étendre? Et si le rôle de la science est de cartographier non pas les objets eux-mêmes, mais les structures qui permettent leur manifestation, comment cela transforme-t-il notre vision de ce que signifie
connaître l'univers. Cette interrogation conduit à une perspective profondément nouvelle sur la connaissance scientifique. Si la réalité fondamentale est constituée de corrélations et de contraintes informationnelles plutôt que d'objets intrinsèques, alors comprendre le monde devient un processus de cartographie des structures relationnelles plutôt que de catalogage de propriétés fixes. Chaque expérience, chaque mesure, chaque protocole est une exploration ciblée d'un réseau de possibilités et de limites, révélant non pas des entités isolées, mais des patterns stables dans un espace de relations. L'observateur, loin d'être un simple spectateur, devient un acteur qui participe à la manifestation de ces patterns. La distinction classique entre sujet et objet s'estompe, remplacée par un réseau dynamique où la réalité et l'information sont profondément intriquées. Dans ce cadre, les paradoxes quantiques cessent d'être des anomalies ou des curiosités théoriques. Ils deviennent des indicateurs précis des frontières conceptuelles à l'intérieur desquelles nous devons travailler. Les superpositions, l'intrication et l'indétermination ne sont pas des failles de la nature. Elles sont des manifestations tangibles des contraintes fondamentales sur l'information et sur la corrélation. Elles indiquent où notre intuition, façonnée par un monde macroscopique et local, atteint ses limites. Et elles montrent que la précision et la cohérence expérimentale peuvent exister même lorsque l'intuition échoue. Cette perspective transforme aussi notre conception de l'espace et du temps. L'espace n'est plus une scène fixe sur laquelle les événements se produisent, mais une structure émergente issue des relations d'intrication. Le temps n'est plus un repère universel, mais une conséquence de l'ordre relatif des interactions au sein du réseau quantique. Les événements, les causes et les effets prennent sens uniquement dans le cadre de corrélations stables qui se manifestent pour les observateurs situés à l'intérieur de ce réseau. Ce qui apparaît comme la continuité et la causalité dans le monde macroscopique est le résultat d'une émergence statistique, et non d'une propriété fondamentale de la réalité. Cette idée ouvre la voie à une nouvelle interprétation des lois physiques. Plutôt que d'être des règles décrivant comment des objets interagissent, elles deviennent des contraintes sur ce qui peut être corrélé et observé. La prédiction scientifique devient une exploration des structures possibles dans le cadre de ces contraintes, et non une extrapolation de propriétés intrinsèques d'objets. Les lois ne décrivent pas une réalité préexistante, elles codent la cohérence des corrélations qui rendent toute observation possible. Le rôle de l'expérience expérimentale s'en trouve également redéfini. Les laboratoires en moderne, des expériences de contrôle de superposition macroscopique aux protocoles d'intrication à grande distance, ne cherchent plus simplement à tester des hypothèses sur des objets indépendants. Ils explorent la structure même du réseau relationnel qui constitue la réalité observable. Chaque mesure, chaque corrélation enregistrée, chaque donnée expérimentale est un indice sur la manière dont les corrélations et les contraintes se stabilisent, se répètent et donnent naissance à l'apparence d'un monde classique. Ainsi, le paradoxe quantique devient une boussole méthodologique et conceptuelle. Il nous indique où les notions classiques échouent, où les catégories intuitives ne suffisent plus, et où de nouvelles structures doivent être comprises et intégrées. Les physiciens ne cherchent pas seulement à résoudre un problème, mais à cartographier la topologie profonde de la réalité elle-même en identifiant les régimes où l'intuition classique peut être appliquée et ceux où elle doit être remplacée par une pensée relationnelle et informationnelle. Cette réorientation change profondément notre rapport à la connaissance et à la science. La question n'est plus seulement qu'est-ce que le monde, mais quelles structures permettent que certaines observations soient possibles et stables? La science devient ainsi un effort pour comprendre les contraintes fondamentales qui définissent l'espace des possibles, plutôt qu'un simple inventaire d'entités et de propriétés. L'observation et la mesure ne sont plus des actes passifs, mais des processus actifs qui participent à la stabilisation des corrélations. À ce stade, une conclusion se dessine, mais elle reste ouverte et stimulante. Le paradoxe quantique, loin de représenter un échec de la science, révèle les profondeurs insoupçonnées de la réalité. Il montre que la compréhension scientifique ne consiste pas seulement à accumuler des faits, mais à explorer et cartographier les réseaux de relations et de contraintes qui rendent ces faits possibles. La complexité et l'étrangeté apparente de la mécanique quantique ne sont pas des obstacles, elles sont des guides, des indicateurs précis des limites de l'intuition et des catégories classiques, et elles suggèrent que le rôle ultime de la science n'est pas seulement de décrire ce qui est, mais de comprendre ce qui peut être observé et stabilisé dans l'univers. Alors que nous poursuivons cette exploration, la question finale émerge avec force. Si la réalité fondamentale est constituée de corrélations,
d'informations et de structures émergentes, comment nos méthodes, nos concepts et nos intuitions peuvent-elles continuer à évoluer pour suivre cette complexité? Et surtout, jusqu'où pouvons-nous aller dans la compréhension d'un monde où le possible, le réel et l'observable sont intimement liés, au point que l'acte même d'observer devient un élément constitutif de ce que nous appelons la réalité? À mesure que cette interrogation s'approfondit, il devient clair que la mécanique quantique n'est pas simplement une théorie parmi d'autres, mais un guide vers une reconfiguration complète de notre approche scientifique. Chaque aspect du monde que nous considérons comme fondamental, temps, espace, causalité, identité des objets, se révèle être une émergence, un résultat statistique de corrélation et de contrainte plutôt qu'une propriété intrinsèque. Dans ce cadre, le rôle de l'expérimentation est lui aussi réinterprété. Il ne s'agit plus de confirmer des entités préexistantes ou de mesurer des propriétés indépendantes, mais d'explorer les structures relationnelles qui permettent aux observations d'exister et de se stabiliser. L'expérience devient un acte de cartographie des possibles, elle définit le contour de ce qui peut être observé, corrélé et reproduit, tout en respectant les limites imposées par la nature quantique de la réalité. Cette perspective offre un éclairage nouveau sur le comportement des systèmes complexes, des phénomènes microscopiques aux structures macroscopiques. Les lois de la physique classique, avec leur stabilité et leur apparente détermination, apparaissent comme des approximations émergentes, valides lorsque des corrélations spécifiques se stabilisent et que la décohérence rend les superpositions indiscernables. La continuité et la causalité, qui paraissent intuitives à notre échelle, ne sont pas des propriétés universelles. Elles sont des patterns stables, issus d'un réseau plus fondamental, où l'indétermination et l'intrication règnent. Cette hiérarchie explique pourquoi nous pouvons vivre dans un monde macroscopique ordonné, alors que ses composants fondamentaux obéissent à des règles qui semblent paradoxales ou contre-intuitives. La compréhension de ces structures émergentes exige un changement dans la manière dont nous conceptualisons la science. Nous ne traitons plus d'objets autonomes possédant des propriétés fixes, mais de réseaux de relations dynamiques dont certaines corrélations se stabilisent pour produire des phénomènes observables. Les mesures ne révèlent pas une vérité cachée, elles sélectionnent et fixent temporairement des corrélations parmi d'autres possibles. Cette vision relationnelle transforme radicalement le rôle du scientifique. Comprendre le monde signifie désormais naviguer dans l'espace des possibles, identifier les contraintes fondamentales et cartographier les patterns stables, plutôt que de simplement cataloguer des entités et des propriétés. Un autre aspect essentiel de cette perspective concerne la non-localité. L'intrication, longtemps perçue comme un phénomène paradoxal et presque mystérieux, devient compréhensible comme une manifestation directe des relations fondamentales qui structurent l'univers. Les corrélations entre systèmes distants ne sont pas une exception, mais une preuve que la distance spatiale classique n'est pas une condition fondamentale à l'échelle quantique. L'espace, tout comme le temps, devient un concept émergent découlant de la distribution et de la robustesse des corrélations. Les notions de proximité et de séquence perdent leur signification absolue et deviennent des approximations utiles dans les régimes où la décohérence et l'échelle macroscopique imposent des limites observables. Ces observations ont des implications majeures pour la manière dont nous construisons de nouvelles théories. Toute théorie plus profonde devra intégrer la structure relationnelle et informationnelle révélée par la mécanique quantique, expliquant non seulement la dynamique microscopique, mais aussi l'émergence du monde classique et les limites de l'observation. La théorie devra rendre compte de la stabilité des corrélations et de la manière dont l'information se propage et se transforme dans un réseau d'interactions complexes. Elle devra aussi offrir un cadre pour comprendre pourquoi certaines corrélations deviennent observables tandis que d'autres restent inaccessibles, masquées par la complexité ou la décohérence. En ce sens, le paradoxe quantique initial, loin de représenter une menace ou une anomalie, devient un point de repère crucial. Il marque les frontières de l'intuition classique et révèle les principes structurants de l'univers. Il nous force à reconnaître que certaines idées profondément enracinées, la permanence, l'objectivité absolue, l'ordre causal universel, ne sont pas fondamentales, mais émergent dans des conditions spécifiques. L'intuition n'est plus un guide suffisant. Elle doit être complétée par une compréhension rigoureuse des contraintes et des corrélations qui régissent le monde quantique. Cette compréhension transforme également notre conception de l'information et de sa relation avec la réalité. L'information cesse d'être un simple outil pour décrire des objets et devient un élément constitutif de la réalité elle-même.
Les corrélations, les contraintes et les limites d'information définissent ce qui peut être observé et ce qui peut exister de manière stable. Dans cette perspective, connaître le monde signifie comprendre les structures informationnelles qui le sous-tendent, les patterns de corrélation qui stabilisent les phénomènes et les règles qui gouvernent la propagation et la transformation de l'information. Enfin, cette approche ouvre des perspectives fascinantes pour l'exploration future. Les expériences visant à tester la superposition macroscopique, la causalité indéfinie et l'intrication à grande échelle deviennent des moyens de sonder non seulement des propriétés physiques, mais les structures mêmes qui rendent les observations possibles. Chaque résultat expérimental, chaque corrélation mesurée, enrichit notre compréhension des limites de l'intuition classique et guide le développement de cadres conceptuels capables de rendre compte de la réalité quantique dans sa totalité. Et alors que nous poursuivons cette exploration, une question essentielle persiste, plus stimulante que jamais: si la réalité fondamentale est un réseau de corrélations, de contraintes et d'informations, comment nos méthodes, nos concepts et nos intuitions devront-ils encore évoluer pour s'adapter à cette complexité? Jusqu'où pouvons-nous aller dans la compréhension d'un univers où le réel, le possible et l'observable sont indissociablement liés et où l'acte même d'observer joue un rôle constitutif dans la manifestation de la réalité elle-même? Cette interrogation, plus qu'un paradoxe, devient le moteur même de l'investigation scientifique. Pour avancer dans cette investigation, il devient nécessaire de repenser la notion de réalité elle-même. La mécanique quantique nous montre que la réalité n'est pas simplement ce qui existe indépendamment de l'observateur, mais ce qui peut être défini par des corrélations stables entre systèmes. Cette définition implique que l'existence est contextuelle, un événement, une propriété, ou un état n'a de sens que par ses relations avec d'autres systèmes et avec les observateurs qui peuvent interagir avec lui. Ainsi, les faits ne sont pas des entités absolues, mais des manifestations émergentes au sein d'un réseau plus vaste d'interactions et de contraintes. Cette idée a des implications profondes pour notre compréhension de l'espace et du temps. L'espace n'est plus une scène fixe où les objets se déplacent indépendamment. Il émerge de la structure des corrélations entre systèmes. La notion de distance, de proximité ou de séparation devient un concept approximatif, valable uniquement là où les corrélations sont robustes et les interactions stables. De la même manière, le temps, longtemps considéré comme un flux universel et absolu, apparaît comme un paramètre émergent lié à l'ordre relatif des événements au sein du réseau de corrélation. Chaque observateur, chaque système, définit une séquence temporelle locale qui peut coexister avec d'autres séquences tout aussi valides mais distinctes. Cette émergence du temps et de l'espace explique pourquoi le monde macroscopique semble déterminé et stable, alors que ses composants fondamentaux obéissent à des lois probabilistes et non locales. Les phénomènes classiques sont le résultat d'une amplification statistique. Les superpositions et les indéterminations sont diluées par la décohérence et deviennent inobservables à grande échelle. Ce processus crée l'apparence d'un monde stable et objectif, même si, au niveau fondamental, l'indétermination et l'intrication restent omniprésentes. L'information joue ici un rôle central. Contrairement à la vision classique où l'information est secondaire en mécanique quantique, elle définit la structure même de la réalité. Les limites de ce qui peut être connu, les contraintes sur la propagation de l'information et la nature des corrélations déterminent ce qui peut exister de manière stable. Observer ou mesurer un système ne révèle pas simplement une propriété préexistante. Cela stabilise une corrélation particulière parmi une infinité de possibilités. L'acte d'observer devient un élément constitutif de ce que nous appelons la réalité. Cette vision relationnelle transforme également notre conception de la causalité. Dans le cadre classique, chaque effet a une cause bien définie, et chaque événement peut être situé sur une ligne temporelle universelle. La mécanique quantique montre que certaines corrélations peuvent exister sans qu'un ordre causal clair soit assignable. Dans certains scénarios expérimentaux, il est impossible de dire si un événement A a causé B ou inversement. Ce n'est pas un défaut de la théorie, mais une indication que la causalité elle-même est émergente et contextuelle, dépendante du réseau de corrélation dans lequel les événements sont inscrits. Cette relativisation de la causalité et de l'espace-temps ouvre des perspectives pour de nouvelles théories. Les tentatives de concilier mécanique quantique et relativité générale, comme dans la gravité quantique, suggèrent que l'espace et le temps ne sont pas fondamentaux, mais émergent d'un substrat plus profond d'interaction et d'intrication.
les notions classiques de localisation et de continuité ne sont que des approximations valides à certaines échelles, là où les corrélations sont suffisamment stables pour reproduire le comportement classique. Dans ce cadre, le paradoxe quantique initial cesse d'être une simple curiosité théorique. Il devient un indicateur précieux des limites conceptuelles de notre compréhension et un guide vers des principes plus profonds. Les phénomènes qui nous paraissent étranges, superposition, intrication, indétermination temporelle, ne sont pas des anomalies, mais des révélateurs des structures fondamentales de l'univers. Ils montrent que les concepts classiques ne peuvent pas être appliqués sans adaptation et que la science doit élargir sa perspective pour inclure ces structures relationnelles et informationnelles. Cette approche a des implications pratiques et expérimentales majeures. Les expériences visant à tester l'intrication à grande échelle, la superposition macroscopique ou les effets de causalité indéfinis ne sont pas seulement des tests de précision, elles sondent directement la structure fondamentale du réel. Chaque mesure, chaque corrélation observée enrichit notre compréhension de ce réseau relationnel et des limites de ce qui peut être connu et stabilisé. Elles permettent de cartographier non seulement les phénomènes, mais la topologie profonde des interactions qui sous-tendent la réalité. Enfin, cette réorientation change profondément notre conception du rôle de la science et du scientifique. Comprendre le monde ne consiste plus uniquement à identifier des objets et leurs propriétés, mais à explorer les structures qui rendent l'observation possible, à identifier les contraintes fondamentales et à suivre les patterns émergents dans l'espace des possibles. La mécanique quantique nous enseigne que la rigueur scientifique et la précision expérimentale ne suffisent pas. Il faut aussi une compréhension des limites de l'intuition et des catégories classiques, et la capacité à naviguer dans un univers où l'observable, le possible et le réel sont indissociablement liés. Alors que nous avançons dans cette exploration, le paradoxe quantique devient un moteur conceptuel. Il incite à reformuler les questions, à développer de nouveaux outils conceptuels et expérimentaux, et à envisager une science où observer, mesurer et comprendre sont des actes profondément liés. Si la réalité fondamentale est un réseau d'informations, de corrélations et de contraintes, alors notre défi est de continuer à élargir notre compréhension de ces structures en acceptant que chaque réponse soulève de nouvelles questions et que l'acte même de sonder l'univers participe à la constitution de ce que nous appelons réalité. Dans cette perspective, le paradoxe quantique cesse d'être un simple problème à résoudre pour devenir un guide méthodologique et conceptuel. Chaque phénomène, chaque corrélation et chaque interaction devient une opportunité de sonder les limites et les structures fondamentales de l'univers. La superposition, l'intrication et l'indétermination ne sont plus des anomalies à expliquer, mais des indices tangibles de la nature relationnelle et informationnelle du réel. Elles indiquent où nos intuitions héritées du monde macroscopique échouent et où de nouvelles approches doivent être développées. La science devient ainsi une exploration de la topologie des corrélations, un effort pour comprendre non pas seulement les objets et leurs propriétés, mais les relations qui leur donnent sens et cohérence. Cette réorientation transforme également notre compréhension du rôle de l'observateur. Observer n'est plus un acte passif qui révèle des propriétés préexistantes. C'est un processus actif qui stabilise et manifeste certaines corrélations parmi une infinité de possibilités. L'observateur est à la fois intégré dans le réseau de corrélation et limité par ses propres capacités d'interaction et d'information. Cette interdépendance complexe signifie que l'acte de mesure n'est jamais neutre. Il contribue directement à la structure de la réalité observable. Les expériences ne testent donc pas seulement des hypothèses sur les systèmes isolés, mais sondent la dynamique même de l'information et des corrélations fondamentales. L'importance de cette approche devient encore plus manifeste lorsque l'on considère les systèmes macroscopiques et les phénomènes émergents. Les objets que nous percevons comme stables et déterminés, des particules massives aux organismes vivants, sont composés de milliards de systèmes quantiques interconnectés. La stabilité de leurs propriétés et la prévisibilité de leur comportement ne résultent pas de propriétés intrinsèques, mais de la manière dont les corrélations se stabilisent et se propagent à travers des réseaux complexes. La décohérence, l'amplification statistique et la redondance de l'information expliquent pourquoi le monde macroscopique apparaît classique, même si ses composants fondamentaux obéissent à des lois probabilistes et non locales. Cette vision relationnelle et informationnelle a des implications pour toutes les disciplines scientifiques. La physique fondamentale, la cosmologie, la biologie et même les sciences cognitives peuvent être réinterprétées à travers le prisme des corrélations et des contraintes informationnelles.
La dynamique des systèmes complexes, la propagation de l'information et la stabilité des structures deviennent des concepts centraux pour comprendre le comportement des phénomènes à toutes les échelles. Le monde macroscopique et microscopique ne sont pas séparés par des lois distinctes, mais par des régimes d'émergence dans lesquels certaines corrélations deviennent observables et d'autres restent masquées. Le paradoxe quantique, dans ce contexte, devient un outil pour cartographier ces régimes et pour identifier les limites de ce qui peut être observé et connu. Les expériences sur l'intrication à longue distance, la superposition de systèmes macroscopiques ou la causalité indéfinie ne sont pas simplement des tests techniques. Elles sondent la structure même du réseau relationnel qui constitue la réalité. Chaque donnée expérimentale enrichit notre compréhension de ces limites, nous rapprochant d'une description plus complète de la manière dont l'univers organise l'information et stabilise les corrélations. Cette approche met également en lumière les défis conceptuels de combiner mécanique quantique et relativité générale. Alors que la relativité traite l'espace et le temps comme des entités dynamiques, la mécanique quantique repose sur des structures de corrélation et d'information qui ne nécessitent pas un espace-temps fixe. La tension entre ces cadres révèle que notre compréhension actuelle de la réalité est partielle et que des théories plus profondes doivent émerger pour intégrer ces aspects de manière cohérente. Les paradoxes quantiques ne sont donc pas des obstacles isolés, mais des indicateurs de la direction vers laquelle la physique fondamentale doit évoluer. En pratique, cette réorientation exige de nouvelles méthodes expérimentales et conceptuelles. Les physiciens cherchent à créer, manipuler et mesurer des superpositions de systèmes de plus en plus grands, à contrôler l'intrication à des échelles inédites et à tester les limites de la causalité et de la localité. Chaque progrès technique permet de sonder de nouvelles régions de l'espace des corrélations, de révéler des patterns stables et de comprendre comment la réalité classique émerge du substrat quantique. Ces expériences sont des fenêtres directes sur la structure fondamentale de l'univers et sur les contraintes qui définissent ce qui peut exister et être observé. Le paradoxe quantique impose aussi une transformation de notre rapport à la connaissance. Comprendre le monde ne consiste plus simplement à identifier des objets et leurs propriétés, mais à explorer les structures relationnelles et informationnelles qui rendent toute observation possible. La science devient un effort pour cartographier l'espace des possibles, identifier les régularités émergentes et comprendre les contraintes fondamentales sur l'information et les corrélations. Elle exige une combinaison de rigueur mathématique, de précision expérimentale et de réflexion conceptuelle sur la nature des faits et de l'observation. Ainsi, le paradoxe quantique, loin d'être une curiosité abstraite ou un problème insoluble, se révèle être un guide essentiel. Il nous pousse à élargir nos concepts, à repenser la causalité, l'espace, le temps et l'existence elle-même. Il met en évidence les limites de l'intuition classique et nous invite à développer des méthodes et des cadres capables de naviguer dans un univers où le réel, le possible et l'observable sont intimement liés. Il transforme la science en une exploration active des structures fondamentales de la réalité, où chaque expérience, chaque mesure et chaque corrélation observée enrichit notre compréhension de l'univers. La question centrale qui demeure et qui continuera de guider la recherche est la suivante. Si la réalité fondamentale est un réseau de corrélations, de contraintes et d'informations, alors jusqu'où nos concepts, nos méthodes et notre compréhension peuvent-ils s'étendre pour appréhender pleinement un univers où l'acte même d'observer participe à la constitution de ce que nous appelons la réalité? Cette interrogation n'est pas seulement théorique, elle est le moteur même de la physique contemporaine et du futur de notre compréhension scientifique.